Bonjour à tous et merci, messieurs et dames, d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine sur Equinox Télévision. C'est quasiment un revirement de situation que l'on a observé cette semaine avec la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre. Dans un communiqué rendu public mardi, Jean-Fils Ntamak a relevé quelques éléments de l'enquête en cours dans le cas de l'affaire du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'on a alors appris que selon l'une des autopsies réalisées sur la dépouille du prélat, la noyade apparaît comme étant la cause probable de son décès, mais également qu'aucune trace de violence n'avait été observée sur le corps de l'évêque de Bafia. Une sortie qui a provoqué un véritable tollé dans la presse cette semaine. D'abord parce que des informations contraires à cette thèse avaient circulé auparavant dans quelques journaux, mais également surtout parce que cette version s'oppose quasiment à celle de la conférence épiscopale camerounaise qui avait affirmé que l'homme de Dieu avait été brutalement assassiné. On revient donc sur cette affaire dans cette édition de Droit de réponse. L'actualité cette semaine a également été marquée par la révocation d'un magistrat de 4e grade, Pascal Magna-Guémabé, par le décret, a été emporté par une affaire d'extorsion des biens. Le décret du président de la République précise que le juge d'instruction, célèbre pour sa gestion des affaires liées à l'opération Épervier sans état d'âme, est également coupable d'appropriation d'une partie de fonds et vente d'une succession. Alors, comment comprendre cette révocation? Comment un homme de poigne, un magistrat de poigne a été aussi facilement mis à l'écart? Le président de la République veut-il assainir encore, très souvent pointé du doigt dans des actes de corruption? L'on en parle également dans cette édition de Droit de réponse. Mais avant de refermer cette émission, nous allons faire un arrêt sur cette démission survenue cette semaine, démission de Peter Mafani Moussonguer, récemment porté à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le grand chancelier des ordres nationaux a décidé de se défaire de ses missions à la Chambre haute du Parlement dans un contexte camerounais où le cumul des fonctions est érigé pratiquement en règle. Voilà donc pour les sujets qui vont meubler les débats tout à l'heure. Mais avant tout cela, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs ainsi que les panélistes de ce dimanche. Merci à vous. Alors on fait cette revue de la presse et on commence bien sûr par, je le disais, cette sortie du procureur au sujet du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Bien entendu, la presse n'a pas chômé cette semaine et comme vous allez d'ailleurs le constater, le nom de Monseigneur Bala a fait le tour, la une d'ailleurs des journaux, au lendemain du communiqué rendu public par le procureur Jean-Fils Ntamak. Selon la nouvelle expression, la justice contrarie l'Église catholique. L'autopsie menée par les experts d'Interpol venus d'ailleurs révèle à travers le communiqué de presse du procureur général près la cour d'appel du centre penche vers une probable noyade de Monseigneur Benoît Bala et dont s'oriente donc vers l'éventualité d'un suicide. Le journal du Carrefour Equinox à Douala voit donc dans cette sortie du procureur une grosse controverse. Le rédacteur de l'article, qui reprend d'ailleurs les termes du communiqué, précise que les médecins légistes ont relevé l'absence de toute trace de violence sur le corps du prélat. Après donc la critique du caractère du communiqué de presse par les hommes des médias, la nouvelle expression souligne que le communiqué du procureur survient quelques jours seulement avant l'assemblée plénière des évêques de l'Afrique centrale qui s'ouvre demain lundi à Yaoundé. Même si le quotidien ne rassure pas que la question de l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala sera évoquée par la rencontre ou par les évêques lors de la rencontre de Yaoundé. Le messager, pour sa part, préfère donc écouter les Camerounais sur cette sortie du procureur Ntamak qui ne certifie personne sur les causes mêmes, mais parle plutôt d'hypothèses après un travail fait par des experts, dit-on de haut vol. Vincent Sossen Fouda pense que Monseigneur Benoît Bala a été assassiné pour Paul Jérémy Bikidik. C'est une insulte donc à la mémoire de Monseigneur Bala. Jean-Claude Bédé demande pourquoi le rapport de la première autopsie n'a pas été rendu public et Lucien Ouassi se demande si l'on doit conclure que les experts camerounais qui ont d'ailleurs travaillé en premier sur le corps du prélat ne sont pas compétents. Selon le messager, l'Église catholique persiste et signe jusqu'ici que Monseigneur Bala a été donc froidement assassiné. Dans une autre parution de la nouvelle expression, il est dit que c'est un flou qui plane donc autour du corps de Monseigneur Bala.
Donc, la nouvelle expression précise que, et selon le communiqué de la justice, que l'autopsie médico-légale est terminée et le corps remis à l'Église catholique pour inhumation. Pour la presse, l'Église n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà donc pour ce qui est du premier sujet. Le second, on le sait et on constate d'ailleurs dans la presse, il s'agit bien entendu de la magistrature suprême avec l'affaire Pascal Manyanga Mabé qui a été donc révoquée par un décret du chef de l'État. La presse de cette semaine, le Messager notamment, comme d'autres tabloïds qui ont d'ailleurs traité de cette question, précise que le juge d'instruction a été donc emporté par une affaire d'extorsion de biens. Selon le rédacteur de l'article, le juge, que dis-je, le célèbre juge Pascal Manyanga Mabé était donc devenu un véritable cauchemar pour de nombreuses, ou tout au moins de nombreux commis de l'État interpellés dans le cadre de l'opération Épervier. L'un de ces faits d'armes fut donc sans conteste la mise en détention d'Ephraim Inoni, ancien Premier ministre, et Marafa Midouyaya, ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accusé de détournement des deniers publics dans le cadre de l'affaire Albatros. Bref, le Messager dit simplement que Paul Biya envoie Pascal Manyanga Mabé en retraite forcée pour extorsion de précaution ou tout au moins de procuration à des dames héritières d'une succession, appropriation donc d'une partie des fonds, etc. Ce sont là quelques faits qui sont relevés par la presse. Le journal Info Matin, au pied donc de sa une, relève que Pascal Manyanga Mabé a été exclu de la magistrature et pour ne pas plaire donc à ces derniers, Info Matin précise que le célèbre juge d'instruction pourrait donc même faire l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre, ou tout au moins dans les tout prochains jours, même si les raisons de cette exclusion reste pour l'instant peu connu par le grand public, mais le journal fait savoir que c'est en 2012 que le magistrat a amorcé donc sa chute parce que considéré comme la terreur même des ex-barons du régime dans le cadre de la lutte contre la corruption et bien entendu les détournements des fonds publics. Voilà du moins ce qui est pour le second sujet de cette autre édition de Droit de réponse. Et le troisième sujet, on parle bien entendu des activités au Sénat donc qui ont également intéressé la presse, avec notamment la démission des postes de sénateurs et du président du groupe parlementaire RDPC à la Chambre haute de Peter Mafani Musonge. La nouvelle expression sur la question dit que le sénateur du Sud-Ouest a rendu ses attributs pour se consacrer donc exclusivement à cette nouvelle mission de président de la commission pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme. Donc pour Info Matin, l'annonce de cette démission a été faite par le président du Sénat lors d'une séance plénière tenue donc au Palais des Congrès. Âgé de 75 ans, Peter Mafani Musonge signe donc sa démission alors que le mandat des sénateurs arrive à expiration dans quelques mois seulement. Mais que cela cache d'ailleurs quelques vérités, c'est une grosse question, s'interroge d'ailleurs le quotidien et qui malheureusement ne donne pas de réponse à cette interrogation. Mais tout ce qu'on sait, peut-on donc se poser la question, pourquoi cette démission en ce moment, il y a quelques mois seulement, de la fin du mandat des sénateurs? Merci Flavien Ndongo pour cette revue de la presse et bon dimanche à vous. Meilleur à vous. Alors mesdames et messieurs, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de droit de réponse. Nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir avec nous ce jour Hilaire Kamga. Docteur Hilaire Kamga, bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour citoyennes et tous les citoyens qui sont en train de nous regarder. C'était un grand plaisir de savoir que ce média qui reste citoyen et qui se retrouve aujourd'hui complété par un certain nombre de médias de réseaux sociaux comme le 4e pouvoir, ce média fait un excellent travail et puis participe donc à la construction de cette nouvelle opinion qui naturellement nous permettra d'arriver à l'alternance qui est attendue et qui va arriver dans les tout prochains mois au Cameroun. Merci à vous d'être là. Vous êtes membre de la société civile, secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie. Et surtout mandataire de l'OFF Orange qui prépare la révolution Orange. Exact. Voilà, merci encore. Emmanuel Samuel Maud, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, je suis content d'être là parmi vous. C'est un plaisir. Merci à vous. Nous sommes également honorés de vous avoir sur ce plateau, sénateur suppléant RDPC du littoral. Vous êtes également président de section RDPC de Yingui, c'est dans le CAM. Oui, dans le CAM. Oui. Et vous êtes donc expert comptable de formation. Expert comptable de formation. Merci. Sauf que je vous prierai d'enlever un prénom que vous m'avez attribué tout à l'heure qui a été une erreur. Pas de vous. Mais c'est tellement que c'est que sur Internet, il ne m'appelle pas Emmanuel. Vous êtes Samuel Moussoussé.
Samuel Dieudonné-Motte. Samuel Dieudonné-Motte, merci pour la précision. Maître Jean de Dieu Momo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine Bitega, bonjour au plateau de Equinox, bonjour à mes copanélistes, bienvenue à Douala et Ilia Kamga, mon ami, et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox. Merci à vous d'être là, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également avocat au tribunal pénal international pour les Nations Unies, défenseur des droits de l'homme, mais également président du PADEC, patriote démocrate pour le développement du Cameroun. Absolument, et je vais beaucoup faire valoir ma qualité d'avocat des droits de l'homme, qui ressurgit à la lumière de votre actualité, hein, notamment l'affaire Bala. L'affaire Bala. Et l'affaire Maniagabé. Et puis l'affaire Maniagabé. C'est pas une première. Merci. Ça retombe que ça m'a rappelé qu'il y avait eu déjà un précédent, hein, un Sira Ngouté, toujours du Baron, qui avait été également mis à la retraite comme ça, et révoqué de la magistrature. Alors je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a que les Bamois qui sont concernés par cette affaire? Alors, on en reparle tout à l'heure. Le temps pour moi de dire bonjour également à Edmond Kamga qui est avec nous. Bonjour Edmond et bienvenue sur le plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les copanélistes et bien entendu, un bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Alors, journaliste et chef service politique international au quotidien de l'Expression, consultant pour droit de réponse. Tout à fait. Maintenant que les présentations sont faites, nous entrons dans notre sujet. Le premier de ce jour, le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je le disais tout à l'heure, c'est pratiquement un revirement de situation ou alors un rebondissement, si vous le voulez, que l'on a observé cette semaine. Le 4 juillet, mardi dernier, donc, dans cette affaire, le procureur général près la Cour d'appel du Centre a alors rendu public quelques éléments de l'enquête en cours, notamment concernant l'une des autopsies pratiquées sur la dépouille de l'évêque de Bafia, Edmond Kamga. Dans la presse cette semaine, c'est une sortie de l'autorité judiciaire que l'on a passée au scanner, pratiquement, l'on est revenu là-dessus abondamment, mais une thèse ressort de tous les articles, c'est que cette sortie s'oppose carrément, je veux dire, à la version que portait l'Église catholique, ou alors la conférence épiscopale camerounaise, qui avait affirmé que l'évêque de Bafia avait été assassiné et brutalement assassiné. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez lu en parcourant les articles parus cette semaine au sujet de cette affaire? Il faut dire que c'est une affaire qui défraie la chronique, qui continue encore à défrayer la chronique avec la tout récente réaction encore de l'Église catholique en réponse au communiqué du procureur général près la Cour d'appel du Centre. Parce que l'Église, hier, il y a quelques heures seulement, a réagi pratiquement. Ils sont en train de préparer les travaux, n'est-ce pas, de l'Assemblée plénière des évêques de l'Afrique centrale. Approché par la presse, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Samuel Clédé, a dit que l'Église au Cameroun réitère sa position qui figure dans la déclaration qui avait été prononcée en son temps. C'est-à-dire quoi? Que l'Église réitère que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné. En ce qui concerne le communiqué, n'est-ce pas, du procureur Ntamak, je dois dire ici que ce communiqué est survenu dans un contexte assez particulier. D'abord, on peut le situer par rapport à son contenu, à la réaction faite à la déclaration des évêques du Cameroun. La deuxième information importante est qu'il a fait ce communiqué quelques jours avant l'ouverture, n'est-ce pas, lundi 10 juillet, l'ouverture officielle de la 11e Assemblée plénière de l'Assemblée des évêques d'Afrique centrale. Et cela signifie au moins deux choses. La première, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, à travers son procureur, a senti le devoir et la nécessité de répondre rapidement, parce qu'il y a une attente qui est forte, aussi bien concernant les fidèles du diocèse Bafia que l'ensemble de l'Église catholique au Cameroun, et même de l'ensemble de la société camerounaise, et en particulier le Vatican, qui suit de près l'évolution de la situation depuis l'assassinat de son prélat. C'est dit quoi? Qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée. Compliquée pour qui? Compliquée d'abord pour le gouvernement camerounais qui, à travers le communiqué de M. Jean-Fils Ntamak, a annoncé que les enquêtes vont se poursuivre. Mais curieusement,
Dans le même communiqué, il dit que le corps a été remis à l'Église catholique. Comment est-ce que les analyses, les enquêtes se poursuivent alors que le corps a été remis? Bon, première hypothèse, on peut supposer que avec les autopsies, c'est terminé. Mais même dans le même communiqué, on se rend bien compte que on ne donne les résultats que de l'autopsie pratiquée par les médecins internationaux avec le concours d'Interpol. Qu'en est-il du contenu des premières autopsies faites par un collège de médecins camerounais? Dr René Kamga, justement, est-ce que vous avez eu aussi le même sentiment que la presse cette semaine, que la sortie de l'autorité judiciaire, notamment le procureur près la cour d'appel du centre, s'opposait à la sortie des évêques du Cameroun à travers donc les révélations sur cette autopsie, la dernière qui a été pratiquée sur la dépouille de Monseigneur Bala? Non seulement ça a été un sujet très préoccupant, d'abord pour les citoyens qui se battent pour que les choses changent dans ce pays, il a été d'autant plus important que ça nous a obligés, au niveau de la famille Orange, à réunir la commission stratégique numéro 2 qui a pu rendre public, rendre public un communiqué qui, à la limite, analyse pas en profondeur. On n'a pas voulu compliquer la lecture du public par un texte extrêmement long, mais il y a un document qui soutient ce communiqué-là. Le communiqué dit simplement que si on peut remettre en question, si on peut estimer valable entre guillemets, les déclarations de M. Ntamak, notamment en ce qui concerne la validité du rapport d'autopsie qui a été fait par des émissaires internationaux, entre guillemets, il n'est pas tout aussi admissible qu'on puisse passer d'un revers de la main l'autopsie qui a été menée par les différents groupes camerounais dès lors qu'on sait, dès lors qu'on note et on admet que le Cameroun est aujourd'hui producteur de médecins de très grande qualité qui officient dans les différents pays les plus démocratiques du monde, en tant que directeur, chef de service, des départements spécialisés, que ce soit à Paris, que ce soit en Allemagne même dont on parle des gens qui sont venus, que ce soit aux États-Unis, les médecins camerounais font des grandes prouesses. Donc, l'Oforange a rendu public un communiqué disant « Monsieur Tamar, on vous a compris, sauf que, Monsieur Biapol, vous avez l'obligation, malheureusement, de mettre en place une commission d'enquête indépendante qui va pouvoir faire la lumière parce que ce soit du côté du clergé, on pense qu'ils ont quelque chose, peut-être ils veulent tirer la couverture de leur côté, c'est ce qu'une partie de l'opinion pense, et que ce soit aujourd'hui du côté de Monsieur Tamar, il a, en voulant bien faire, malheureusement, remis en question la crédibilité de la parole du parquet. Bien entendu, on sait que le parquet est là pour instruire à charge ou à décharge. Donc, du coup, c'est pas le parquet qui juge, c'est pas une position d'un juge assis, c'est la position d'un parquet qui est en train de dire. Mais nous, on dit ceci. 1. Il n'était pas indiqué que M. Ntamak, très brillant magistrat, se permette de communiquer sur les résultats d'une autopsie, d'une mission internationale, alors même qu'une mission nationale avait déjà fait. Il lui était indiqué, dans ces conditions, qu'il présenta d'abord, les résultats des autopsies faits par les Camerounais qui ont l'expertise suffisante, qu'il précisa aussi pourquoi est-ce que la nécessité d'une autopsie autre que celle des Camerounais a été rendue nécessaire. Était-ce complémentaire ou contradictoire? Simplement, il fallait qu'il donnât des précisions sur ces différentes questions. Je vais donner la parole l'absence de ces, je chute par là, l'absence de ces précisions et le fait de précipiter dans un communiqué le renforcement de l'hypothèse du postulat, alors qu'il postule que ce serait par noyade encore. Ce serait la probabilité de la noyade serait encore plus plausible. Ça veut dire qu'il tente de dire que les évêques du Cameroun, tous les évêques, parce que le communiqué des évêques dit « nous, les évêques du Cameroun », sans exception, c'est communiqué que les évêques, ils ont sûrement menti et qu'ils n'avaient pas des éléments. Et Edmond, tout à l'heure, a eu fort raison de pointer du doigt le fait que les évêques, hier, ont rappelé que c'est une institution crédible. On ne se lève pas, tous les évêques se mettent ensemble pour dire une chose qui n'est pas documentée, qui n'est pas appuyée par les faits crédible. Donc, de ce point de vue, les évêques maintiennent leur position et nous sommes avec les évêques dans cette position. Il y a urgence de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Je vais donner la parole directement à M. Samuel Maud qui ne semble pas d'accord avec vous sur la question des accords avec ce que vient de dire le Dr Lekamga. Oui, je suis absolument pas d'accord. Déjà, premièrement, autant on peut donner beaucoup de crédit à la parole des hommes d'église,
en ce qui concerne la lecture de la Bible, autant en ce qui concerne la médecine. Oui, bien sûr. Autant en ce qui concerne les problèmes de médecine, ils sont totalement disqualifiés à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également... N'oubliez pas qu'il y a des prêtres médecins aussi. Non, mais il pourrait avoir des médecins, mais ils se sont prononcés esqualité en tant qu'ecclésiaste et non qu'en tant que médecin. Bien entendu, écoutez, je vous ai laissé parler tout à l'heure. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Et donc, je crois qu'ils se comportent beaucoup plus comme étant une partie civile dans un procès, qui cherche, je peux espérer, la vérité, mais ils ne sont pas, on ne peut pas prendre leur parole comme une parole d'évangile en ce qui concerne tout au moins ce domaine-là. Je voudrais également dire à l'attention des téléspectateurs qui nous suivent que très souvent on dit que l'État est un monstre froid. Je préférais dire pour ma part que c'est un être pondéré qui sait très souvent ménager des susceptibilités des uns et des autres et qui a un langage souvent fait de retenue pour ne pas être un certain nombre de susceptibilités. Et dans le cas d'espèce, je signale tout simplement, le procureur a dit la noyade est la cause la plus probable, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres éventualités, mais à ce stade de l'enquête, c'est la plus probable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est un principe de droit. Lorsque vous êtes dans un procès, dans un litige, on sait très bien comment est-ce que le principe de juridiction fonctionne. Lorsque vous avez une première analyse en première instance, d'accord, et qu'il y a une deuxième en deuxième instance, qui est peut-être en contradiction par rapport aux premières constatations, encore que le procureur dans ce cadre-là n'a jamais communiqué sur les premières constatations, on doit considérer que ce qu'on a, puisque c'est des constatations plus approfondies qu'on a demandé, on peut également comprendre dans cette mesure que ça puisse effacer les premières constatations. Et donc, mais bien entendu, généralement, attendez, quand vous êtes jugé coupable en premier ressort et qu'on vous dit en deuxième ressort que vous n'êtes plus coupable, on ne va pas vous dire même, hier on avait dit que vous étiez coupable. Le jugement... Mais on aurait pu quand même refléter déjà les... Non, attendez, mais écoutez, ça peut être également, c'est pour ça que je vous ai dit également, l'État fonctionne tout en pondération. L'État est pondéré dans sa réaction. La réaction des évêques, à mon avis, à juste titre, moi je pense qu'elle a été passionnée à un moment donné, ils n'ont pas à rentrer dans ce genre de choses. Qu'ils disent, nous voulons absolument qu'il y ait des investigations approfondies de telle manière à ce qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, c'est de leur droit. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans ce genre d'affirmations qui sont aujourd'hui contredites. Mais, encore une dernière fois, lorsque le procureur, qui ne veut pas rentrer dans cette polémique, l'a dit tout simplement, et en plus, prend la garantie supplémentaire, et ce n'est pas pour, à la limite, déjuger, ou alors remettre en cause la compétence des médecins camerounais, là également, pour des problèmes de susceptibilité, et pour montrer également que l'on est en face d'une enquête impartiale, prend une précaution supplémentaire qui consiste à dire je peux également me confier à d'autres experts. On ne peut pas lui faire le procès aujourd'hui de dire nous avons des compétences au Cameroun, vous n'avez pas le droit d'aller chercher d'autres compétences ailleurs. Alors, très bien. Maître Momo, d'abord sur l'opportunité, Dr. Lekamga le disait tout à l'heure, c'était quoi l'opportunité de faire cette sortie alors que les enquêtes sont encore en cours? Pourquoi venir révéler quelques éléments de l'enquête sur l'autopsie alors que manifestement, on n'a pas encore toute la vérité dans le cas de cette affaire? Et c'est ça qui est grave, à mon avis, dans cette affaire. C'est-à-dire que le procureur général ponde un communiqué qui tend à vouloir faire classer l'affaire sans suite. C'est-à-dire, en réalité, comme ce n'est pas lui qui est normalement saisi du dossier, c'est le procureur de la République. Et après le procureur de la République, c'est le juge d'instruction. Tout à fait. Donc, en cas de mort suspecte, il faut rappeler qu'ici, nous sommes au parquet. Ce ne sont pas des juges. Tout à fait. Ce sont des agents de poursuite. Le type qui décide, qui juge de l'opportunité de poursuite, c'est le juge d'instruction. Et après lui, c'est le juge du siège. Donc, vouloir tuer dans l'œuf une enquête par un communiqué de la hiérarchie m'apparaît franchement un acte politique. Et ce n'est pas la première fois. Puisqu'on a vu dans l'affaire de Titus Ezoa, un autre procureur général, celui que Ntamak remplace, a pondu également un autre communiqué pour dire que les magistrats qui ont été mutés seront remplacés et qu'on ne va pas rabattre le délibéré.
que les nouveaux vont continuer des chefs. Et j'avais décrié ça à son temps parce que normalement le procureur appartient à l'exécutif. C'est-à-dire c'est le bras armé du ministre de la Justice. Donc quand il dit comme ça devient comme une injonction faite au juge du siège. Et ça, c'est en parfaite violation de la séparation des pouvoirs. Et de fait, dans cette affaire-là, les juges du siège du tribunal de grande instance avaient continué exactement comme le procureur général l'avait prescrit. Donc ici, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le procureur de la République, qui est son subordonné, va se sentir lié par le communiqué du procureur général. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir également en cette sortie le besoin pour le procureur après la cour d'appel de montrer une certaine, une certaine lumière dans la façon de procéder, puisqu'il faut savoir que là, il y a eu beaucoup de pression dans la presse. On se disait quand les enquêtes sont entamées, on n'a jamais les résultats. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça dans ce sens? Il a voulu être montré à la lumière comment c'est en train de se passer. C'est pas un pont de lecture aussi de la situation? Absolument. Je suis d'accord avec vous, Albertine, parce que ici, ce n'est pas un acte juridictionnel. Le communiqué, là, est un acte politique. Ce n'est pas un acte juridictionnel, ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas un réquisitoire, c'est un acte politique. Donc, c'est un acte qui découle en ligne directe de sa hiérarchie. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le ministre de la Justice qui prenne et dit au procureur général de prendre ça, c'est donc un acte politique. Pourquoi? Parce que, en réalité, la vérité, c'est qu'il y a une défiance du public vis-à-vis des autorités judiciaires et vis-à-vis des autorités politiques de ce pays. L'opinion publique en général, qu'on peut qualifier de profane et de non professionnel, a déjà en mémoire que c'est un crime maquillé en suicide. L'opinion publique parlait des chaussures du prélat, dont on avait inversé les pieds, les chaussures, et ça se voyait sur la photo, c'est tout à fait clair. L'opinion n'est pas, c'est pas une enquête, je dis que c'est une opinion profane, mais quand même qui tombe sous le coup du sens. Non. Donc l'opinion publique partait des précédents, la règle de précédent, qui veut que il semblerait que il y ait entre l'église catholique et romaine qui est au Cameroun et le pouvoir politique des accointances mafieuses ou suspectes. Parce qu'on ne tue pas les pasteurs, on ne tue pas les imams, on ne tue que les hautes personnalités de l'église catholique. Et donc de ce point de vue, le précédent, c'est Monseigneur Yves Plumet, assassiné. Angèle Vert, assassiné. Le père Bassi, assassiné. Les sœurs de l'église catholique, assassinées. Voilà tous ces assassinats qui n'ont pas eu de suite jusqu'aujourd'hui. Et voilà qu'un autre prélat de renommée, qu'on dise qu'il s'est suicidé. Or, l'opinion profane, c'est que la première règle chez les chrétiens, ce qu'on vous enseigne, et moi je suis chrétien et j'ai appris ça depuis le bas âge. C'est-à-dire qu'au niveau de la Syrie, moi j'ai commencé à la Syrie. Je m'appelle Jean de Dieu. Oui, Jean de Dieu. Mon père m'avait mis j'ai appris depuis la Syrie. La première règle qu'on nous apprend chez les chrétiens, c'est que le plus grand péché, c'est le suicide. Et que la faute de Pierre était beaucoup plus grave que la faute de Judas. Mais que Judas, en se pendant, a commis une faute beaucoup plus grave que celle de Pierre. Donc, Dieu vous a donné comme un don la vie. Et vous ne pouvez pas vous permettre de dépasser Dieu en vous retirant vous-même votre vie. Alors, de ce point de vue, l'opinion profane, c'est que au niveau où il était, c'est-à-dire évêque, il sait qu'on ne se suicide pas. Alors revenons un peu sur les... Et donc, ceux qui pensent l'avoir suicidé, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent pas la règle là. Ils ne connaissent pas cette règle. Voilà où le crime n'a pas été parfait. Alors revenons un peu sur les termes même de ce communiqué. Justement, est-ce que le terme probable noyade, ou alors, si vous voulez, exclut la thèse de l'assassinat? J'étais en train de dire... la question n'est pas celle-là. J'ai fait un débat sur un autre plateau concurrent avec un médecin légiste qui, justement, s'est
C'est un brillant Camerounais qui s'est essayé dans une explication que moi, profane, j'ai essayé de comprendre à ma manière. Il nous a parlé de fausses noyades, de vraies noyades, des théories de cette nature. Donc, il est évident que je dis encore que il s'est malvenu de la part de Tamac de faire un communiqué dans lequel il nous laisse dans les postulats, c'est-à-dire des hypothèses. Il devrait affirmer des choses, il nous laisse dans les hypothèses, ça c'est pas le débat. Mais c'est plus intelligent d'être dans l'hypothèse que dans l'affirmation gratuite. Il n'y a pas... non, écoutez, non, tout à l'heure, mon ami du RDC, il m'interrompt aussi tout de suite là, mais je voulais lui rappeler, justement, il m'amène là, il me permet d'embrayer, pour dire que c'est pas parce que je suis sur le plateau en tant que mandataire l'Off-Orange que je cesse d'être un expert des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Donc du coup, on ne peut pas dire que comme il parlait en tant que mandataire, il n'a pas qualité de parler sur... Il faut rappeler, puisque tout à l'heure vous avez fait le rapport avec les évêques qui ont parlé, donc il n'avait pas qualité de parler sur les questions de médecine. Je voudrais rappeler, pour ceux qui nous regardent, pour être plus sérieux, que le premier soigneur camerounais, en dehors de l'État, c'est l'Église catholique. Oui. Et donc l'Église catholique a non seulement les hôpitaux, partout où l'État n'est même pas arrivé, mais a l'expertise suffisante, c'est-à-dire que d'abord il les forme, et il les met au service des Camerounais, des Africains de part et d'autre. Donc on ne peut pas, sur ce plan, il faut recuser dans la thèse sur laquelle les évêques n'avaient pas capacité. Parce qu'un évêque gère un diocèse. Et un diocèse a les écoles, les hôpitaux, tout ce qu'il y a, des centres de formation, des universités souvent. Et donc du coup, il a à sa disposition de la matière suffisante pour porter à sa disposition de manière véritablement réfléchie les éléments concernés. Donc, est-ce qu'on peut aussi reprocher d'avoir voulu orienter les enquêtes? Non, les évêques, on ne peut pas orienter. Avec leur sortie. Non, on ne peut pas vouloir orienter lorsqu'on a des faits. Si je viens trouver quelqu'un où je trouve des éléments matériels, par exemple d'un crime chez moi, et j'ai dit, c'est pas moi qui dois dire si c'est un crime ou pas, il y a quelqu'un qui doit le dire, faites-le votre travail et dites-le. Vous n'allez pas me dire demain de dire que je crois que c'était un crime. Non, c'est un crime puisque j'ai vu. J'ai des éléments, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, les évêques ont dit avant le communiqué de Tamac, ils l'ont redit hier, ça veut dire qu'il y a des éléments suffisants là-dessus. Et il faut, parce que vous voulez peut-être simplement que je ne finisse pas cette phrase. Non, Albertine, je vais finir en le rappelant. On est là au cœur d'une affaire de la mafia. La mafia, et Maître Momo disait tout à l'heure dans le rapport incestueux, que l'Église peut avoir avec l'État. C'est une vérité. Moi, je suis un chrétien catholique, mais simplement, je n'adouble pas tout ce que les évêques ou certains prêtres peuvent faire de toutes les façons. Donc, de ce point de vue, il faut noter que dans ces rapports-là, le parquet, l'État du Cameroun, dans son rendu du droit, ou alors dans sa lecture du droit, n'a toujours pas été sérieux. Parce que sur la table aujourd'hui, le même parquet près la cour d'appel du centre est dans une autre affaire, justement mafieuse. L'affaire Njomo Pokam, tout le monde le sait. Ce gars qui a été défini, c'est important de le dire. Vous faites des mélanges. Non, je ne fais pas de mélange. Je chute sur ça parce que c'est important que les téléspectateurs comprennent qu'il y a un lien. Il y a un lien pour montrer la pratique judiciaire sur les cas de mafia entre l'affaire Njomo Pokam, qui connaît encore en prison aujourd'hui un jeune qui s'appelle Taboué, qui est condamné à 20 ans. Alors que le même parquet nous a dit par écrit que les commanditeurs courent. Écoutez, si vous voulez, c'est important. Si vous voulez faire la justice de la justice, non. vous avez totalement le droit. Mais et pourquoi vous vous érigez en procureur de ça? Non, mais attendez, pourquoi est-ce que vous voulez m'interrompre par rapport à ça? Je suis désolé. J'analyse. En quoi je suis son procureur? J'analyse, j'argumente. J'argumente. Vous voulez me parler? J'ai ma structure des raisons. Vous n'avez pas le temps. Monsieur Mott a la parole. Monsieur Mott, vous étiez toi tout à l'heure. Monsieur Mott a la parole. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur Mott a la parole. Je vous en prie, monsieur Mott a la parole. Allez-y, allez-y. Je vous en prie, monsieur Momo. Maître Momo, s'il vous plaît. Non, parce qu'il y a des individus qui se prennent pour des représentants de l'État. Je vous en prie. Vous n'êtes pas le représentant de l'État. Monsieur Momo, vous êtes ici à votre propre individu. Je vous en prie. Vous ne représentez rien. Monsieur Maître Momo, parlez pour vous. s'il vous plaît. Et laissez les autres parler. Je vous en prie. Que ce soit clair. Je vous en prie. Et quand j'ai la parole, vous vous taisez. Monsieur Maître Momo, je vous en prie. Eh bien. Allez-y, Samuel, vous avez la parole. Il est en super forme. Allez-y, je vous en prie. Oui, que ce soit la dernière fois. Non, mais écoutez, vous n'avez pas d'injonction à me donner. Si, j'ai des injonctions. Je vous en prie, est-ce qu'on peut continuer le débat? Est-ce qu'on peut continuer le débat, s'il vous plaît? Lorsque vous écartez du droit chemin, j'ai le droit. Je vous en prie, mais parce que vous avez un droit. Non, je n'aime pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer le débat sereinement. Maître Momo, je vous en prie. S'il vous plaît. Un peu de respect sur ce plateau. Allez-y, Samuel Mo, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Je pense que ça a été une erreur du prélat d'annoncer les résultats d'une enquête qui était en cours. C'est doublement encore dommageable pour la République d'entendre les prélats dire, en dépit de ce qu'une autorité judiciaire est en train de dire, nous maintenons notre première position, et que des républicains, que des gens qui sont censés défendre la République autour de ce plateau, fassent des broncas quand je veux prendre la parole, pour rappeler que partout ailleurs au monde, généralement quand vous avez affaire à la justice, la première déclaration que vous faites en tant que républicain, c'est que j'ai confiance en la justice de mon pays. Mais personne n'a contesté la confiance. J'ai confiance en la justice de mon pays. Mais maintenant, je comprends que Momo, qui par ailleurs me parle des histoires de chaussures, et je ne veux pas rentrer moi dans des hypothèses de suicide. Je ne suis pas sûr qu'une personne qui se suicide est lucide dans ces derniers moments. Et donc, on peut comprendre l'histoire des chaussures. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat qui me semble en fait d'une hauteur qui n'est pas de nature à rehausser la qualité des débats sur ce plateau. En ce qui concerne, mais je comprends également les cultures. La culture chez nous, qui consiste à dire que lorsque ma grand-mère qui a 90 ans va mourir demain, on va dire que c'est moi qui l'ai assassiné pour avoir de l'argent. Je comprends que cette culture-là, parmi un certain nombre d'intervenants dans ce plateau, est ancrée en nous. Mais je voudrais tout simplement dire de manière froide, que ce soit le procureur, que je ne suis pas censé défendre sur ce plateau, a tout simplement dit la cause probable, c'est la noyade. Encore que, en ce qui concerne la noyade, on peut noyer une personne. Donc, vous voyez très bien que, tout en restant dans les précautions rhétoriques, il ne prend pas de manière aussi ferme que le prélat l'a fait des positions. Je voudrais vous amener également là où on respecte la loi. J'ai sur moi le texte, un texte qui a été signé par Philippe Mousset, qui est l'évêque de Périgueux. Je vous dis donc tout simplement une phrase. Il dit, la chair, c'est un message de condoléances, la chair est faible, nous ne sommes que des mortels, nous exhortons les fidèles à s'en tenir aux conclusions des autorités. Ça, c'est un Français qui écrit. Nous avons le droit de nous interroger sur notre justice. Nous avons le droit de nous poser des questions lorsqu'un événement majeur comme celui-là nous arrive. Mais je ne supporte pas que Momo prenne ce ton-là pour me parler. Parce que je suis venu humblement participer à un débat. Très bien. Vous avez le droit également d'écouter, même si ce son de cloche-là ne vous sied pas du tout, vous avez le droit d'écouter ce que j'ai envie de dire. Mais encore une dernière fois, dépassionnons chaque fois que nous avons en face de nous un événement, dépassionnons, parce qu'en réalité, quand vous vous énervez, cher monsieur, vous perdez le sens de la réflexion. Alors, Edmond Kamga. Oui, après. Non, je voudrais dire, il faudrait que les copanélistes gardent un peu leur sang-froid, leur maîtrise. C'est un sujet passionnant, je le sais, c'est un sujet sensible, et chacun y va de son opinion, chacun y va de ses convictions, chacun y va de sa façon de mener son analyse, ses investigations et son débat. Restons sur les faits. Quand l'Église décide de faire une déclaration publique à la nation, vous ne pouvez pas imaginer que tout l'épiscopat camerounais puisse s'asseoir de manière délibérée et faire un communiqué sur la base des faits qui sont entachés de mensonges. Je ne peux pas l'imaginer du tout. Or, c'est l'impression. Vous pouvez en faire c'est l'impression que M. Dieudonné veut me donner ici sur le plateau, que l'Église a menti. J'ai dit non, l'Église, je ne pense pas, je n'imagine même pas que l'Église ait pu mentir. C'est d'autant que hier, il y a quelques heures, l'épiscopat a gardé la même position. Cela signifie que la position de l'Église est assise sur des faits constants et inébranlables. Je ne parle pas ici, je ne suis pas l'avocat de l'Église, mais je parle sur la base de la déclaration que j'ai lue et des réactions successives des évêques sur la question. Maintenant, restons sur le communiqué, puisque c'est le communiqué qui fait problème. Je crois qu'on est déjà d'accord sur ce plateau sur au moins une chose. Et vous-même, M. Moore, vous l'avez dit, qu'il aurait fallu que, n'est-ce pas, le procureur général donne un peu de lumière sur le contenu des premiers rapports faits par les médecins camerounais. Je crois que sur ce point, il y a problème. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas eu un contenu, un éclairage sur l'autopsie ou les autopsies pratiquées par les médecins camerounais, c'est ça qui nous amène ici à débattre
de manière houleuse sur le contenu de l'autopsie pratiquée par les médecins internationaux. Ça, c'est d'un. De deux, la cause probable est la noyade. Ça, c'est la phrase clé. La cause probable est la noyade. On peut se poser au moins 2 ou 3 questions. Pourquoi ce postulat est mis en relief par le procureur général près la cour d'appel du centre? Est-ce que ce n'est pas une façon d'orienter les conclusions à venir? Non. C'est la question, c'est une question. Et il y a une dernière question. Est-ce que ce n'est pas une façon d'infléchir d'une manière ou d'une autre le communiqué qui sera pris par les évêques d'Afrique centrale qui vont se réunir incessamment? Très bien. Alors, Maître Jean de Dieu-Momo, autre chose qui soulève beaucoup de questions dans ce rapport, c'est justement ces experts d'Interpol. C'est quoi le rôle d'Interpol en fait? Comment comprendre que ce soit ces experts qui aient été sollicités pour cette autopsie? Interpol, on entend souvent parler de cet organisme, cette organisation dans des cas d'enquête. L'autopsie Interpol, on ne comprend pas très bien le lien. Quel est le lien? Pourquoi avoir sollicité précisément ces experts-là? C'est étonnant, à mon avis. Je pense que c'était une façon de pouvoir se justifier auprès de l'opinion publique. Parce que c'est d'ailleurs un des aveux de sa propre expertise, vouloir conférer à des experts étrangers futiles d'Interpol, ça m'apparaît comme une histoire politique. Et donc, voyez-vous, voilà pourquoi je m'emporte contre certains individus qui sont sur le plateau avec moi. Et qu'il m'appelle Momo, comme si j'ai chassé les rats avec lui. Je ne suis pas de votre âge, monsieur. Vous êtes un enfant. Maître Momo, est-ce qu'on pourrait rester sur le sujet? D'abord, parce que je ne connais même pas cet individu. Maître Momo, je vous en prie, est-ce qu'on pourrait rester sur le sujet, s'il vous plaît? Merci. Non, on reste sur le sujet, mais qu'il se taise quand je parle. On est ici, on a une expérience, on n'est pas là pour rechercher les postes. Donc, on est ici dans une affaire. Je suis expert comptable, vous ne l'avez pas oublié. Ok? Et quand il s'agit de mort, c'est ma spécialité. Ok? C'est ma spécialité quand il s'agit de mort. Allons-y, maître. C'est mon métier quand il s'agit de mort d'homme. Et quand il s'agit de mort suspecte, c'est encore ma spécialité. Oui. Parce que c'est moi, le diplômé en criminologie, c'est pas lui. Très bien. C'est moi, l'expert en droit pénal ici. C'est pas cet individu-là. Très bien. Et donc, j'ai fait du droit pénal. En dehors, je suis un praticien de droit pénal. Je suis un praticien de droit pénal. Maître, on peut y aller. C'est ma spécialité. Je suis le spécialiste. Et allez demander ici. C'est moi le spécialiste. Et donc, de ce point de vue, je pense que la règle première en droit pénal, monsieur qui l'ignore, c'est que en cas de mort suspecte, comme c'est le cas, on ne peut pas décommuniquer. Moi, je ne vise pas Tamak. Tamak, c'est un grand juge, c'est quelqu'un de bien, mais il est procureur. Le procureur a les bras croisés, il a les bras liés. Il ne peut pas. Il faut pas regarder Tamak. Tamak, c'est un juge. Quand il est au siège, il rend les bonnes décisions. Mais au parquet, il est lié. Et c'est le principe même du parquet. Au parquet, on a les mains liées. C'est ça, le droit dit cela. Donc pour vous, c'est un communiqué commandé. Oui, absolument. Je vous ai dit qu'un communiqué, ce n'est pas un acte juridictionnel. Donc, il intervient dans des cas graves pour apaiser les populations, pour orienter les populations. Les populations disent que vous avez tué et que parmi les criminels, il faut chercher les criminels en col blanc. Ceux que me semblent protéger ces messieurs qui mangent à leurs dépens là. Donc, les amis de Bala sont à la présidence. Les amis, Bala c'est un ami, monsieur Bala c'est un ami du couple présidentiel. Donc, c'est pour ça que je parlais des rapports incestueux entre l'église catholique et le pouvoir central au pays. Donc, ça ne peut être qu'une histoire de secret, de confidence, de quelque chose de gravissime qu'il a eu connaissance et qu'on ne veut pas qu'il dévoile. Ou parce qu'il a à un moment dit non. Il ne peut s'agir que de ça pour qu'on tue. Parce que tous les profanes qui étaient là se sont posé la question de savoir pourquoi quelqu'un qui est noyé n'a pas le ventre ballonné. Deuxième point, pourquoi quelqu'un qui est noyé a des chaussures inversées. Il s'est inversé, le monsieur tente de dire que quand on va se noyer, on perd un peu la tête. Donc, ce n'est pas la dernière préoccupation de savoir mettre les chaussures quand on veut. En tout cas, on n'est pas là pour refaire l'enquête. Parce que l'enquête a été faite.
L'opinion publique sait. Elle se poursuit dans l'enquête. On peut envoyer des individus sur le plateau pour tenter de distraire le peuple. On sait que Monseigneur Mbala a été assassiné. Très bien. On va sortir rapidement. Rapidement déjà, je vous un peu le temps court avec vous, Hilaire Kamga. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'Église catholique qui a, vous l'avez si bien rappelé ici, confirmé sa position? Est-ce qu'elle serait prête à aller jusqu'à dire ce qu'elle sait, puisque jusqu'ici, elle n'a pas véritablement dit, même si on a l'impression qu'elle a certains éléments à son aura? Bon, d'abord, il faut qu'on dise une chose importante aux Camerounais. Peut-être que je ne l'ai pas dit avec assez d'emphase, au-delà des polémiques inutiles. Les Camerounais qui nous écoutent savent que dans le très fond du Cameroun, vous avez les hôpitaux à l'UTM. Vous avez aujourd'hui l'une des plus grandes universités, les plus crédibles d'Afrique centrale. C'est l'université catholique. Vous avez les centres de santé, les hôpitaux de district catholiques partout. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que l'Église catholique qui est au Cameroun, au-delà même de l'ensemble de l'Église, y compris Potin qui a des hôpitaux, l'Église a l'expertise suffisante, a les hommes suffisants, a les spécialistes suffisants pour mettre à sa disposition, pour ce qui est de l'analyse d'un corps. Est-ce qu'on peut donc s'attendre à ce que l'Église révèle ces choses-là aujourd'hui? Pour dire que l'ensemble des évêques du Cameroun, c'est quand même pas, on peut dire, excusez-moi l'expression, catholique, de voir les évêques prendre position sur les sujets de manière unanime. Il arrive même que sur les questions, on n'arrive pas à avoir des communiqués de la conférence du pape parce qu'on n'arrive pas à avoir l'unanimité des évêques, parce qu'il y a aussi des rapports de force interne. Dans le cas mais pour cette question précise, tous les évêques du Cameroun ont pris une position. Ça veut dire que cette position est forcément motivée. Il n'est donc pas question aujourd'hui. C'est un appel pour dire à ceux qui enquêtent sur cette affaire, encore que j'ai été un peu choqué, mon ami Mott, c'est pas pour revenir sur le débat, j'étais un peu choqué de savoir que quand on dit tous les évêques du Cameroun, on nous brandit la lettre d'un évêque français. C'est-à-dire qu'on est encore dans une posture néocoloniale qui peut dire qu'un contre 50. Donc, tous les évêques ont dit quelque chose. Je m'en fiche d'un évêque américain ou français. Son opinion ne compte pas. Son opinion ne compte pas. Donc, quand Cléda a parlé, un évêque ou un cardinal français ou de Rome ne m'intéresse pas. Il y a le Cameroun. J'aurais tout le temps cité la parole des évêques d'Amérique latine. Mon ami Mott, que ça m'aurait arrangé, ça m'aurait suffi à mon argumentaire. Oui, mon ami Titoné, je voulais finir là pour rappeler quand même que non, c'est une posture non, ne me prête pas en plus ce genre d'intention. Laisse-moi finir. Rapidement, quand vous allez faire ça, Albertine elle va me couper, après on va dire que c'est une tactique qui est très forte au NPC, mes amis. Bon, ben, simplement, allons-y. C'est pour dire qu'à la réalité, nous sommes en plein dans la mafia. Parce qu'on a parlé d'Interpol, il y a des questions qu'il faut laisser sur la table. J'ai quand même eu le privilège de recommander 2 commissaires divisionnaires camerounais qui ont été recrutés, qui ont pris les postes de pouvoir à Lyon. Je le dis de manière solennelle, camerounais qui sont là-bas aujourd'hui. Donc maintenant, on nous fait sortir l'histoire que parce c'est Interpol qui aurait commandé, ça devient plus crédible. Alors qu'on laisse l'expertise locale. Non, c'est pas crédible, M. Tabar. Il doit revenir sur Terre, nous dire d'abord, pour être crédible sur ce sujet-là, il doit nous donner d'abord les rapports des autres autopsies et quels sont ceux qui les ont pratiqués. Et ensuite, maintenant, nous dire pourquoi on est allé chercher. Et encore que, il y a maintenant un point d'interrogation sur un des instituts qui a été cité, qui aurait fourni certains experts. Il semblait qu'un des instituts n'existerait pas. C'est une autre question. Alors, c'est une autre question. Rapidement, en une seconde, pour sortir sur le sujet, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Et surtout qu'il faut dire à M. Momo, pour dire que le communiqué, je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous, le communiqué au Cameroun dans la mafia peut être aussi un acte de gouvernement. Le ministre de la Justice de Sport nous a montré que un simple communiqué est la politique. Il faut faire attention. Rapidement, Samuel Moton sort de là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Mais l'enquête se poursuit. De toute façon, on aura remis le corps que l'enquête va s'arrêter. Je crois d'ailleurs que le présentateur de tout à l'heure l'a souligné. Je voudrais seulement dire une chose. Premièrement, dépassionnons. Calmons-nous, continuons le raisonnement et les investigations en même temps. Mais ce que je voulais dire, je préfère encore, même si vous me mettez dans le statut de coloniser, je préfère... attendez, c'est une boutade. Je préfère encore lire Dupont de Moretti, qui est un avocat de très grand talent, que d'écouter des défenses qui sont basées sur des supputations. Et celles-là, elles sont vouées à l'échec. Alors, rapidement, le deuxième sujet... Et toi, tu le lis. Le deuxième... Je le lis. Je le lis. Alors, deuxième sujet prévu pour cette édition de Droit de Réponse, c'était
Également, cher monsieur, une autre actualité forte de cette semaine, la révocation du corps de la magistrature d'un magistrat de 4e grade, notamment le Pascal Magna Guémabé, révoqué donc par décret présidentiel le 6 juillet pour extorsion de procuration, entre autres. Alors, presque pas de commentaires, Edmond Kamga, dans la presse à ce propos, juste les constats. On est revenu un peu sur donc le parcours de ce magistrat et l'on a revelé déjà que c'était donc quelqu'un qui s'était fait remarquer par sa gestion des dossiers dans le cadre des affaires liées donc à l'opération Épervier. Est-ce que finalement c'est une déchéance qui surprend? C'est une déchéance qui ne devrait pas surprendre à un certain niveau du gouvernement et de la magistrature. Mais en même temps, ça peut surprendre dans d'autres cercles et réseaux, parce que tout fonctionne en termes de réseaux. Tout à l'heure, mon ami Hilaire, quand on va parler de mafia, la mafia s'inscrit dans le cadre des réseaux. Et dans le cas d'espèce, on a vu Pascal Magna Guémabé, c'est quelqu'un qui a été considéré comme la terreur. Lorsque débutait l'opération Épervier, on l'a vu dans l'affaire Albatros, on sait ce que Marafa pense de lui, dans les affaires avec Atangana Mebara et autres. C'est un personnage, on l'a considéré comme la terreur parce qu'il est rigide, rigoureux et dur, mais en même temps, il y a un autre visage, le personnage controversé. On dit de lui d'autres choses qui ne vont pas en sa faveur. Et c'est de ce côté-là que les éléments ont finalement penché pour que tombe la révocation. On parle d'extorsion, de procuration, de vente de terrain et autres. Vous savez, dans la vie d'un homme, bon, on est dans le cas de magistrat, on peut poser des actes positifs de bout en bout, mais il vient également que des actes qui ne sont pas positifs s'accumulent, ne soient pas révélés, mais un jour, une seule erreur fait en sorte que tout bascule. Et c'est le cas de ce magistrat en question. Pour dire quoi, pour chuter, que ce magistrat est révoqué dans un contexte assez particulier. Et je voudrais ne pas croire que sa révocation dans ce contexte ne vise pas à nous distraire de l'affaire Monseigneur Bala. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de penser que sa révocation, même s'il y a des réseaux derrière, même s'il y a des gens qui veulent régler des comptes, je voudrais croire que c'est basé sur des faits allégués, sur des faits clairs qui permettent, n'est-ce pas, à l'État, au cas où il viendrait à porter plainte parce qu'il peut estimer qu'il a été illégalement révoqué et porter plainte, qu'à ce moment-là, que l'État puisse dire on a des éléments qui prouvent que véritablement vous deviez être révoqué. Maître Jean de Dieu Momolo, on apprend de la presse que c'est un dossier qui a meublé le dernier conseil de la magistrature, le dossier, le cas Magna Guémabé. Alors, est-ce que cette révocation a suivi la procédure? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer, un décret qui arrive après donc probablement les discussions pendant le conseil de la magistrature, puis on a le décret du président. Est-ce que nous sommes dans la procédure? Oui, parfaitement dans la procédure, parce que il y a une plainte qui a été déposée. Il s'est défendu avec ses avocats et le conseil de la magistrature a statué par la révocation. Mais je ne m'arrête pas à cela, parce que contrairement à ce qui se dit dans la presse, nous avons une défiance dans le corps de la magistrature. Chacun sait que c'est un corps complètement corrompu. Et donc, quand vous lisez dans les réseaux sociaux et dans la presse, on met la dépouille mortelle de Pascal Magna Guémabé sur la place publique comme étant un magistrat corrompu. J'ai l'honneur d'avoir travaillé avec lui et donc de le connaître, de l'avoir côtoyé. Pascal Magna Guémabé, c'est l'un des juges les plus droits. Et la décision du président de la République de démettre une des seules personnes rares dans la magistrature qui pouvait faire honneur à notre pays a été évacuée. Et ça a rejoint l'autre gars, Assira Ngouté, un des magistrats les plus clairs, qui avait un gars toujours du Bambama, qui avait été également éjecté alors qu'il voulait travailler au tribunal pénal international avec nous. Donc, de ce point de vue,
Pascal Maniaguemabé n'a jamais occupé un poste de responsabilité. Il n'a jamais été procureur, président, machin. C'est-à-dire qu'il meurt pour rien. Alors, je vous dis que le substitut de procureur qu'il était cumulait les fonctions de juge d'instruction. À son âge, à son grade, 4e grade et substitut de procureur. Vous comprenez? C'est le premier grade. C'est le plus petit, c'est le bas niveau quand ils sont de l'école. Mais on présente aussi cet homme, ce magistrat, comme étant quelqu'un qui gérait, on revient encore sur ces dossiers, l'opération Épervier avait beaucoup de poignes, qui prenait peut-être même des libertés. Est-ce qu'on ne peut pas penser, un moment, qu'il a été lâché, parce qu'il semblait être quelqu'un de protégé dans la façon dont il avait géré ces dossiers-là, dans la façon dont il faisait facilement arrêter les gens qui étaient même encore en fonction. Est-ce qu'il n'était pas protégé, cet homme? La vérité, est-ce qu'il n'a pas été lâché aujourd'hui? La vérité est qu'il a été lâché par un camp. Il y a deux camps qui se jouent au sommet. Donc des réseaux encore. Il y a deux camps qui se jouent dans cette affaire. Pascal Maniaguemabé a voulu faire le droit. Il n'avait pour patron que le droit. Et pendant qu'il n'avait pour patron que le droit, et c'est le seul, c'est-à-dire qu'il peut être comparé comme avec Eva Joly en France. C'est le seul qui a pris des libertés, qui, pendant que Marafa était encore en fonction, a demandé au délégué général de la Sûreté nationale de retenir son passeport parce qu'il voit dans le dossier qu'il a entre ses mains qu'il pourrait être... Bon, je pourrais revenir plus tard, si vous voulez, sur le fait que Marafa l'ait récusé, etc. Oui. Mais le fait est là, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes comme Maniaguemabé qui ont poursuivi les grands de la République. Il y a très peu de personnes qui avaient le courage. Oh, Pascal, est-ce que c'est une affaire de courage, une affaire de... Une affaire de courage, parce que Pascal n'a pas de réseau. Pascal, c'est un fils de pauvre. C'est un fils de pauvre planteur. Pascal, vous avez lu son histoire. Comme il y en a plein dans la magistrature. Et il y en a plein dans la magistrature. Les fils de pauvres planteurs, il y en a beaucoup. Mais beaucoup, il y en a... Il y a plusieurs... Il ne faut pas croire que tout notre corps là est pourri. Il y a des gens qui sont propres là-bas. Oui. Alors, Samuel, Maître Momo le disait tout à l'heure, il faut peut-être noter que depuis 1998, tous les rapports de Transparency International ont pointé du doigt ce corps-là, la magistrature comme étant... là, on trouve beaucoup d'actes de corruption. Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir cette révocation comme un début de vouloir assainir finalement ce corps-là? Ça peut être une grille de lecture. C'est une grille de lecture et c'est pour cette raison, encore une dernière fois, je souhaiterais que lorsqu'on a en face de nous à commenter une décision aussi lourde que celle-là, je vais faire une confidence. Pascal, c'est un frère à moi. On le rattache dans l'Ombam, mais les Banènes aujourd'hui, c'est dans l'Oncam, c'est dans l'Ombam. Et Pascal, c'est un frère à moi. Et loin de moi l'idée de l'accabler dans la douleur. Et même s'il n'avait pas été un frère à moi, je ne l'accablerai pas. Il y a un adage qui dit on ne tire pas sur l'ambulance. Et donc, dans ce cas de figure, écoutez, je suis tout à fait peiné de voir qu'il a pu écoper à la fin de sa carrière d'une décision aussi lourde. Mais une dernière fois, admettons, donner un peu de crédit aux gens qui ont instruit le dossier. Et c'est un dossier qui est instruit depuis des années. Ce n'est pas à la va-vite, ce n'est pas à la volée, qui est instruit depuis des années. Donc on peut imaginer, on peut souhaiter, on peut espérer que les gens qui ont pris ce dossier-là l'ont pris de manière froide. Et si elle a été prise de manière froide, effectivement, lorsqu'il y a quelqu'un qui prend des décisions à un moment donné et qu'il est sanctionné, la sanction est pour être une sanction positive, une sanction négative. Dans le cas d'espèce, c'est une sanction négative. Ça veut dire que l'organisation marche très bien. Maintenant, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je le souhaitais d'ailleurs qu'il parle avant moi. Parce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des journalistes. Il y a eu des évolutions dans ce dossier-là qu'il aurait été utile qu'il nous fasse l'historique. Et donc, je ne veux pas rentrer là-dedans pour savoir est-ce qu'il était aussi blanc que semble de décrire un homme de loi que nous avons sur le plateau encore que des gens blancs. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Est-ce que, effectivement... C'est très bien, oui. Moi, je suis un être humain et je suis objectif quand je parle. Je pense également que la vertu, elle n'est pas ancrée en nous. C'est le système qui rend les gens vertueux. Et pourquoi on devient vertueux à travers un système? C'est parce que très souvent, le système a tendance à réprimer et à recadrer un certain nombre de gens qui s'égarent.
Si vous voulez chercher des gens vertueux dans votre environnement, vous aurez de la peine à les trouver. Croyons au système, et dans le cas d'espèce, c'est le conseil de la magistrature qui l'a suspendu, qui l'a plus ou moins, qui l'a radié du corps de magistrat. On peut espérer en ce moment-là que c'est un fonctionnement normal d'un système. Maintenant, les interrogations, oui, maintenant les interrogations, s'il a des interrogations à poser, ce que Maître Momo doit faire, c'est de l'inciter à porter plainte, à faire des recours éventuels, et dans le cas de ces recours, on verra ce que ça pourra donner. Il est Kamga, sauf que malheureusement, ce n'est pas le seul magistrat à être dans des questions de corruption, justement. Pourquoi lui, on a un ancien procureur du TCS qui a quand même été au centre accusé de corruption et dont les faits ont été même confirmés par un garde du corps, mais jamais celui-là n'a été inquiété. On l'a vu partir en retraite tout bonnement. Pourquoi Maniac Mabé? Pourquoi Pascal Maniac Mabé cette fois-ci? Non, je crois que je vais encore revenir là-dessus. J'ai le privilège, j'en suis fier, introduit le mot mafia et mafieux dans le vocabulaire classique camerounais il y a une dizaine d'années. Et bon, aujourd'hui, quand même, les gens ont compris la pertinence, ça revient. On est vraiment... Les Italiens l'ont fait avant. Oui, non, je vais dire dans le jargon, le vocabulaire politique camerounais. Mon ami, dans le vocabulaire politique camerounais. Et à cette époque, on n'a pas compris, mais aujourd'hui, on se rend compte. Non, je ne suis pas d'accord. Non, il faut qu'on se comprenne très bien. Votre chute, même d'ailleurs, la chute du mot me donne la perche qu'il faut. On est sur deux paradigmes totalement différents. Lui, il postule que c'est le système qui rend les gens vertueux. Si. Et moi, justement, dans l'eau orange, nous postulons que c'est le système qui rend même les vertueux, qui les met dans autre chose. C'est-à-dire que vous avez... Écoutez-moi, laissez-moi parler, sans être aussi très important. Peut-être c'est pas très enseigné au RDPC, mais ça doit être enseigné. Simplement, je veux dire que dans l'eau orange, nous disons, même le Cameroun a des très bons magistrats, des très bons médecins, des très bons policiers, des très bons... Mais le système, la mafia systémique qui nous gouverne, transforme même les plus pieux en d'authentiques criminels, malheureusement. Et ça, c'est important de le dire. Parce que Pascal... le nom est très compliqué. Qu'on me permette que je dise seulement Pascal. Si vous voulez la traduction en français, je vous la donne. Oui. Pascal est simplement victime du rapport de force. Pas de deux systèmes, pas de deux camps, comme l'a dit Maître Momo très brillamment. Non, nous avons étudié cela, on a théorisé. C'est ce que j'appelle les micro-entités systémiques. Parce qu'au Cameroun, il y a un système qui s'appelle M. Biapol, et en bas, il y a des micro-entités systémiques qui structurent les principaux piliers du régime. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un individu, et en dessous de lui, il se crée sa propre cour. C'est une entité systémique. Et il y en a plusieurs entités. Et tout se joue à l'intérieur de la mafia systémique de Yaoundé en termes de rapport de force conjoncturel et circonstanciel. Donc, si à un moment donné, le rapport de force permettait qu'on ne puisse pas toucher à Pascal, à un moment donné, ce rapport de force inverse. Et que maintenant, ceux qui étaient hier en mauvaise position se retrouvent en bonne position et règlent leur compte entre eux. C'est comme ça que fonctionne la mafia à la réalité. Donc, de ce point de vue, il faut comprendre de manière très très précise que Pascal qui est aujourd'hui mis à la retraite, entre guillemets, en fait, il est revoqué. Fin de carrière. Malheureusement, on lui donne la plus haute sanction. Monsieur Chiruma, ministre de la Communication, l'avait dit Mondiovision, votre chaîne était d'ailleurs présente, il y avait 3 télévisions en direct, il avait rappelé que la cadence, l'ordre, la manière de déclencher les procédures dans l'opération Épervier était du fait essentiellement de M. Biapol. Ça, c'était officiel. Donc, on ne peut pas, sur ce plan-là, penser qu'un magistrat peut avoir tellement de courage pour instruire tel ou tel. Non, personne n'instruit rien du tout. Monsieur Chiroma est à l'épée. Ce jour-là, le journal de la CRTV lui pose la question. Vous parlez en tant qu'il a dit porte-parole, qui vous a nommé, il a rappelé, monsieur Lia, il avait nommé, c'était officiel. Donc, pour vous, on n'a pas fait forcément un magistrat très, très courageux, c'était quelqu'un qui était aux commandes. Non, il avait une posture. Bonne question. Une posture comportementale qui faisait de lui une exception parmi d'autres. Oui, il aurait pu se taire. Il était à la fois sous la botte et en même temps indépendant. L'indépendance est différente. La boucle est bouclée. La niaque de il y a l'équation personnelle. On peut laisser, écoutez, c'est un peu comme dans une salle. C'est-à-dire que vous pouvez encadrer ce studio. Vous dites, voilà l'espace. Et vous laissez chacun courir dans l'espace-là. Mais s'il sort de cet espace-là, à ce moment-là, il est électrocuté. Oui. Donc, quand tu connais ton couloir, jusqu'où tu peux aller, dans la mafia, tu fonctionnes. Oui. Mais si tu tentes de toucher le couloir d'un autre, c'est fini, à la réalité. C'est peut-être ce qui s'est passé. Non, du coup, il a été balayé.
parce que le deuxième cas, le cas parallèle d'Assira, je connais très bien. J'ai connu le père et je connais le fils qui est mon ami. Hein, je l'ai rencontré dans le cadre, c'est celui-là qui a eu le courage de rendre la décision de présider la commission nationale de recensement de vote pour dire quand même que le RDPC a perdu des élections. C'était pas évident du tout dans le rapport. C'est important. On résume pour dire simplement, comme vous êtes un modérateur, j'espère que c'est vrai pour le fait qu'il y a un acte de candidature qui vient de se... Je voulais résumer à votre place. Non, je résume en disant que c'est le système qui transforme les gens de cette manière. C'est pas Pascal n'est pas le seul qui a des soucis à un moment donné avec la justice sur son rendu. Mais on a d'analyser en disant ce qu'il a fait de positif, peut-être sûrement l'emporte sur ce qu'il a fait de négatif. Parce qu'il y en a toujours, on vous oblige dans la mafia à poser un acte qui est demain, on arrête en main. Le jour où l'autre entité systémique prend le pouvoir, à la réalité dans la mafia, on vous sort le dossier et puis on vous balaye. Maître Momo. Oui. Dans mon livre que j'ai écrit il y a longtemps, Le marché noir de nos libertés, à la page 116-117, je reviens sur cette affaire d'Assira Ngouté, où je critiquais le pouvoir dans un article, dans un chapitre qui s'appelle « De l'inconstitutionnalité du statut de la magistrature suprême ». Et je disais que Assira Ngouté avait été radié pour abandon de poste. Ça, c'est le motif officiel. Parce qu'il y a des motifs officieux. Il avait été, parce que, bon, il a demandé sa mise en disponibilité, on lui a pas donné, il voulait aller travailler au tribunal pénal international où on gagnait gros, et il était pressenti comme bon juge, etc., un gars pertinent, mais on a refusé. Donc bref, ses ennemis de l'intérieur ont tout fait pour constater plutôt l'abandon de poste, puisqu'il est parti. Il est quand même parti. Donc il a perdu. Donc ici, Manyang Mabé, les dossiers du fond sont nombreux. Je l'ai connu dans l'affaire Titus Sezoa et Atangana Thierry. Moi, j'étais l'avocat dans l'affaire. Et dans cette affaire-là, Pascal Manyang Mabé a rendu une ordonnance de non-lieu partiel contre, en faveur de Titus Sezoa et de non-lieu total en faveur de Atangana Thierry. Pourquoi? Parce que il a remarqué que, mais comment? Voici une affaire qui a commencé en 1997. On a jugé, on a condamné à 15 ans de prison. Quand ils veulent finir de purger les 15 ans de prison, vous ressortez le même dossier et vous me donnez. Et donc il a instruit l'affaire et a constaté que les faits pour lesquels les Thierry Atangana et Titus Sezoa avaient été condamnés, on le rebalance en tant que juge d'instruction pour qu'il refasse condamner ces gars. Il a donc rendu une ordonnance de non-lieu partiel en ce qui concerne Titus et non-lieu. Alors, l'affaire est grave, c'est que à Yaoundé, ça a chamboulé tout le monde, puisque ce n'était pas la décision qu'on attendait. Alors, ça a chamboulé tout le monde. Ils ont resté 2 mois en train de tergiverser, de demander à la présidente quelle est l'attitude à prendre. Et les délais sont passés. Mais néanmoins, malgré que les délais pour faire un recours contre son ordonnance aient été passés, après 2 mois, le procureur général a quand même fait un appel hors délai, mais qui a été curieusement validé. Donc je vous dis simplement... Donc pour vous, c'est peut-être l'une des affaires officieuses pour lesquelles il paie. Alors, mais au total, vous avez un gars qui a instruit contre Marafa, Michel Photo, qui a l'Albatros. Albatros, oui. Donc c'est des dossiers qui sont sensibles. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont en prison pèsent d'un certain poids politique et que ils ont voulu sa peau, ils ont voulu sa tête. Et moi, contrairement à ce que monsieur dit, je ne peux pas demander à Pascal Manyang Mabé de porter plainte. Je vais lui dire de se tasser, d'oublier l'affaire, de se taire et de rester. C'est un gars très noble de toute façon. Hein. C'est un gars qui est confiant. Il a une bibliothèque, vous avez suivi, il a une bibliothèque très fournie. C'est un gars pertinent qui discutait quand même avec un des membres de ceux qui l'ont condamné. Hein, qui parlait avec les Fouman Akame. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment très assis dans le droit. Quand tu veux discuter d'une affaire de droit, appelle Pascal, vous allez vous asseoir, vous allez débattre de ça. C'est quelqu'un qui décortique le droit. Donc, nous avons perdu un magistrat.
Est-ce que la magistrature a perdu un bon magistrat. Est-ce que cette affaire remet quand même au goût du jour ce problème, je le disais, de corruption au sein de la magistrature camerounaise? Oui. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à assainir ce corps finalement? C'est ça que je dis. Donc, il manque une volonté politique d'assainissement. Parce que ce n'est pas par Pascal qu'on devait commencer. Et ici, Pascal n'est pas révoqué pour une faute professionnelle. Il est révoqué pour, soi-disant, une extorsion de droit commun dehors, à l'extérieur de son bureau. Oui. C'est quelque chose qu'il a fait dans le quartier. La question qui se pose, c'est que, je ne sais pas si monsieur l'autre là, il est fonctionnaire. Si il est fonctionnaire, et qu'il fait... expert comptable diplômé. Donc, prenons donc un fonctionnaire. Ouais. Si un fonctionnaire quitte son bureau pour aller prendre une procuration dans le quartier, est-ce que le statut de la fonction publique permet que cette affaire qu'il a fait en tant que citoyen, il a pris une procuration normale comme citoyen, va venir rejaillir dans son dossier disciplinaire? Pourquoi dans la magistrature ça vient rejaillir dans son dossier? Parce que il s'agit pas, on dit extorsion d'une procuration. Or, nous savons que la procuration, c'est un document signé devant les autorités. Oui. Extorsion, ça veut dire que je peux extorquer dans ma chambre. Mais est-ce que je peux extorquer devant l'autorité, devant le notaire? Et donc voilà, la question sur l'assainissement de ce corps-là. Bon, sur l'assainissement, il est normal et il est souhaité qu'il y ait l'assainissement dans le corps de la magistrature. Parce que effectivement, tu l'as si bien dit, Transparency International, dans ses différents rapports, a pointé du doigt, a indexé parmi, n'est-ce pas, les métiers ou les corps qui sont concernés par la corruption, la magistrature, le corps de la justice en général. Parce que quand on dit la justice, il n'y a pas que la magistrature, il y a également les professions libérales, qui est représentée ici par Maître Momo. Il y a les avocats. Les avocats, qui sont les porteurs de valises. Qui vont noter les dossiers devant le juge. Ça, nous connaissons ça. Et oui, on les connaît même. Et ça pose problème. Quand des avocats portent les valises sur certains dossiers, c'est effectivement difficile à assainir dans un contexte, dans une société où on a normalisé les cas et écarté la norme. Pour citer un grand professeur d'université aujourd'hui qui a pris sa retraite. Parce que c'est tout le problème. Et ça nous ramène à la conclusion que donnait Samuel Moto sur le système qui rend les gens vertueux. Je partage plutôt l'avis d'Hilaire qui dit que c'est plutôt le système qui transforme les vertueux en des personnes criminelles et malhonnêtes. Parce que j'ai beaucoup d'exemples. Le temps nous manquerait ici. Des gens intègres, vraiment intègres, c'est-à-dire pieux, des hommes de foi, mais qui sont laissés aller à la corruption et à des manœuvres, des agissements qui ne leur ressemblent pas du tout, mais c'est le système. Parce que si eux, ils ne le faisaient pas, on sortait un dossier, on les jetait en prison. Samuel Mout. Je ne sais pas quel système à ce moment-là vous décrivez, mais on n'aura pas le temps pour se plater pour discuter de vertu et système politique. C'est système politique qu'il est question ici. Je pense tout à fait le contraire, mais si vous voulez, on en discutera même autour d'un café. Je suis tout à fait disponible. Maintenant, quand je lui ai demandé tout à l'heure, quand je lui ai demandé de faire un peu une synthèse de ce qu'il avait dit, je voulais revenir à sa place pour le dire. Le magistrat, il était tout à fait vertueux, mais il était également à la botte, sous la botte qui téléchargeait, qui télécommandait ses prises de position. Vous voyez très bien que je veux bien qu'on soit critique. Moi-même, je peux vous assurer, je suis très critique en ce qui concerne la présentation d'un certain nombre de faits, mais il ne faut pas également faire la critique pour la critique. Et en dernier ressort également, je voudrais dire, chaque fois, il faut être pondéré. Chaque fois qu'on formule une opinion. Parce que le simple fait de dire tout simplement ça ne marche pas. Je ne suis pas très sûr qu'on a toutes les informations, mais également tout est perfectible dans ce monde. Et donc, en ce qui concerne le magistrat, je vous dis bien que c'est un membre de ma famille. Je suis tout à fait, vous pouvez dire, plus touché que vous d'ailleurs, mais il faut s'en remettre à cette décision-là, parce que c'est la Constitution qui confère à cet instant de prendre ce genre de décision. Et on en revient toujours sur l'assainissement de ce corps. Oui, sur l'assainissement. Et il a bien. Je crois qu'on va finir par s'entendre. Tu vas me rejoindre dans le forum. Non, parce qu'il me donne un coup de perche. Il parle de la Constitution. La réalité, c'est le socle de l'État. Oui. Or, justement, c'est ce socle néocolonial de l'État que le Forange combat. Parce que ce socle-là confère d'autres choses qui ne sont pas acceptables. À la réalité, on ne peut pas. Le régime en place ne peut pas assainir. Il ne veut même pas assainir pour la simple raison que le corps de la magistrature est au service aujourd'hui du politique.
Nous avons fait un débat ici sur, c'est sur ce plateau ou sur un autre, sur lorsque le Conseil supérieur de la magistrature avait siégé et tout, on a clairement démontré comment l'assujettissement de la magistrature à l'exécutif, par un certain nombre de faits, du coup on a vu la territorialité du droit ainsi de la structuration. Donc c'était important de le dire. Aujourd'hui, lorsque nous avons mis sur la table le financement de la magistrature, pour voir que le budget même du ministère de la Justice a été baissé, pour ne pas permettre aux magistrats de fonctionner. Lui, il est maître et au parquet, il est devant dans le tribunal tous les jours pour plaider, ainsi de suite, et tout. Il se rend lui-même compte, comme tous les autres acteurs de la justice, que dans 90% de cas, les magistrats ne sont même pas mis dans une posture de faire même bien leur travail à la réalité. Ils ne sont pas dans une condition, ça veut dire qu'on les met dans des conditions, dans une prédisposition à la corruption qui est automatique. C'est-à-dire, un juge d'instruction qui se retrouve avec 150 dossiers dans un paquet, vous ne pouvez pas attendre de lui qu'à un moment donné, il n'accepte pas le fait de corruption à la réalité. Il est obligé. Et l'État, au lieu d'adresser ce genre de questions, parce qu'il aurait pu rendre dans les magistrats à l'aise et qu'ils fassent bien leur boulot. Vous savez combien d'années on s'est battu ici dans ce pays pour permettre même que les magistrats qui sortent de l'ENA aient le statut A2. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on avait structurés et postulés qu'on doit les paupériser pour que ce soit le justiciable qui les finance. Et donc ils sont corrompus par définition. Je chute en disant qu'à la réalité, parce que c'est un problème structurel et que c'est pratiquement constitutionnalisé et l'ordre politique admet ça comme ça, il faut que dans le cadre des révolutions comme celle que nous menons, qu'on puisse amener maintenant l'avènement d'une troisième république qui permet à cette justice d'être autre chose que ce qu'elle est. Absolument. Bien. Absolument. Alors, il est conforté, il pense être conforté de dire que le système peut faire... Peut corrompre. Non, peut corrompre et faire en sorte qu'on sorte de la vertu, parce qu'en réalité, c'est quoi hors système? Tu fais partie du système. Non, ça ne va pas non. Tu fais partie du système parce que dans ta démarche. Non, attends, écoutez-moi bien. Laisse-moi chuter. Dans la démarche qui est la tienne, en instaurant dans une république une alternance, tu sécurises le magistrat dans sa prise de position. En participant à un certain nombre de débats, même critiques comme tu es en train de le faire à l'heure actuelle, tu le sécurises dans sa prise de décision. Donc quand tu parles toi de système, ne parle pas du système comme étant le système de l'autre. C'est notre système à lui, tel qu'il fonctionne. Oh, s'il était performant, non, ce n'est pas le. On n'est pas en train de parler. On n'est pas en train de parler. Non, on est bien dans le sujet. Très bien. On est bien dans le sujet pour pouvoir dire quand moi je dis c'est le système qui rend les gens vertueux. Je ne parle pas du système que tu décris comme étant celui de Paul Biya. Je ne parle du système dans lequel toi-même tu es un principal. On va voir le dernier sujet. Je vous en prends, on n'a pas assez de temps malheureusement pour continuer sur ce sujet-là. Je disais tout à l'heure, en un mot peut-être une intervention par panéliste, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Je disais donc Peter Mafany Musongen donc a décidé de se décharger de ses missions à la Chambre haute du Parlement le 5 juillet dernier. L'ancien Premier ministre a été porté, on le sait tous, à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Au cours donc d'une rencontre du Sénat le 5 juillet, il a décidé de se décharger de ses fonctions. Je le rappelais, dans un contexte camerounais où le cumul des fonctions est pratiquement érigé en règle. Maître Momo, est-ce qu'on peut y voir une sorte de leçon de Musongen quand même? Pas de leçon, c'est-à-dire le constat d'un régime qui a complètement failli. C'est-à-dire, voilà un régime qui prend une centaine de personnes depuis 34 ans, il change les mêmes, il recommence, il échoue 2 fois, il recommence, il tombe en faillite, il recommence, il prend les mêmes, il cumule tous les postes, et pendant ce temps, les jeunes naissent, grandissent, vieillissent, sans avoir servi la nation à des postes qu'ils auraient souhaité occuper. Bon, il y en a qui sont comme restés comptables, il faut le dire, mais il y a d'autres qui sont des basculeurs dans la rue, qui sont des diplômés, qui auraient pu travailler ici. Donc, le problème c'est quoi? Voilà, on dit chez nous dans l'Afrique, que lorsque tu rencontres le même, en forêt, lorsque tu rencontres le même arbre 2 fois, c'est que tu t'es égaré, tu t'es perdu. Voilà, Paul Biya avait dit qu'on n'ira pas au FMI, on y est allé. Après, on a dit ajustement structurel pour sortir, n'est-ce pas, de la crise. On a fait l'ajustement structurel, on est sorti et on est retombé encore dans le FMI. Et toujours, pourquoi? Parce qu'il prend les mêmes, il les cumule à des différents postes,
Mais entre nous, quel rendement voulez-vous? L'acte de cet homme quand même qui décide lui-même, il aurait pu faire comme tous les autres. Non. Rester, par exemple. Albertine, c'était incompatible. Il ne peut pas être sénateur et président du conseil de la commission pour le bilinguisme. Convenez avec moi que cela, c'était les incompatibilités. On fera toute une mission là-dessus. Oui, c'est donc par cause d'incompatibilité légale qu'il n'est pas un héros. Il n'est pas. D'abord, vous savez que c'est un sénateur nommé. Il n'a jamais postulé pour quoi que ce soit. Il a été nommé Premier ministre, il a été nommé à tous les postes jusqu'à la fin. Il n'a jamais été candidat à quoi que ce soit avant d'échouer. Donc, il ne peut pas, il démissionne comme il a démissionné de la présidence de son groupe au Sénat. Oui, il était président de son groupe. Donc, l'incompatibilité de sa nouvelle fonction fait en sorte qu'il doit laisser la place à son suppléant. Mais le scoop de votre dossier, c'est que on interroge un système qui prend les mêmes et qui recommence, qui échoue et qui recommence, qui tombe, qui se rêve et qui tombe. Il a Kamga sur le sujet. Non, juste pour dire qu'à la réalité, il n'y a pas une nouveauté dans l'air. Nous sommes dans un régime de cumulard permanent. On ne peut pas nous brandir un épiphénomène pour animer la presse et puis on en fait un événement politique. Non, du tout. Il n'y a pas. D'abord, même sur le plan le plan pratique, c'est-à-dire au niveau de la pratique. Est-ce que lui, au-delà même de la dimension légale, parce que quand Maître a dit ce qu'il a dit, moi j'étais un peu sceptique pour dire que donc il y a encore peut-être dans ce système des gens qui se soucient de la loi ou de la. Non, ils se soucient pas du tout puisque vous avez des tas de cumulards qui n'ont rien à voir avec la loi. Donc simplement avec ses 75 ans, 80 ans presque de lequel il tend. Il n'est pas possible pour lui de s'asseoir sur une chaise ici le matin et s'asseoir sur l'autre le soir ou au même moment surtout le plus. C'est plus sur le plan pratique à la réalité. Mais simplement, l'acte même de démissionner publiquement, je crois que ça avait une dimension communicationnelle pour donner de la matière à la presse. Et peut-être que ça permettait avec d'autres sujets d'atténuer un peu le grand sujet d'actualité. Vous savez que le pouvoir est très... Ils ont des très bons stratèges sur ce plan. On nous a fait éteindre l'affaire Zanga comme ça avec des petits trucs qu'on enlève dans les chapeaux comme ça de temps en temps, on vous balance. Non, il n'y a rien à voir dans cette affaire et je partage la fin de l'analyse de Maître Momo pour dire que un système qui ne peut plus avoir un champ de proposition dans lequel il peut choisir des gens à nommer, à la réalité, il est arrivé à sa fin. Vous n'avez pas de possibilité de donner aux jeunes les postes qui leur sied. Vous nommez des vieux, les vieux sont très sages, c'est très important aussi, mais simplement, il faut donner la possibilité à la jeunesse de pouvoir faire. Parce que les membres du gouvernement, sur au moins 60% des membres du gouvernement sont des cumulards illégaux, soit dit en passant. Vous avez des directeurs généraux aujourd'hui qui, au mépris de la loi, sont là depuis 3 décennies. On en a cité des cas dernièrement, des gens que même Biapol a trouvé et il les a maintenus en poste 47 ans. Comme directeur généraux. Donc, de son point de vue, c'est simplement le fait que ce régime qui a fini n'est plus susceptible de proposer quoi que ce soit à la jeunesse. Samuel Mout. À la limite, M. Biapol pourrait nommer comme suppléant, puisque c'est le même procédé. Il peut nommer quelqu'un de 30 ans ou 35 ans. 35 ans, non, c'est l'âge minimum. Oui, minimum pour. C'est un poste de sénateur qui manque. C'est 40 ans, c'est 40 ans pour les sénateurs. 40 ans pour les sénateurs. Donc, du coup, j'essaie de ne plus me donner la parole parce que c'est fini votre émission. Il faut dire simplement aux orangistes du littoral que je suis en place et que c'était très bien à Banga hier. Je voudrais également dire aux jeunes qui nous écoutent que. On l'a pas signalé en début de notre entretien que je suis sénateur suppléant. On l'a signalé. Je ne me sentais pas, je ne me sens pas aussi vieux que ça. Et par ailleurs, justement, je suis fils de planteur. Et donc, vous savez très bien que la République également peut connaître le mérite. Et en ce qui concerne le parcours des héros, chacun peut définir son héros à sa manière. Je considère aussi que quand on a réussi à ferrailler fort, parce que très souvent nous sommes des enfants de paysans et qu'on est arrivé à ce stade-là où la République peut vous être d'une reconnaissance, ça veut dire également que, au moins pour votre famille, vous êtes un héros. D'accord. Et pour la situation de non, mais il a démissionné, la démission, on prend acte. Très bien. Tout simplement. Pour le je voudrais tout simplement dire que Moussonga a encore d'autres fonctions. Il est grand chancelier des ordres nationaux. Il y a encore incompatibilité. Parce qu'il a mérité, ne fait pas des délits. Il est même PCA d'une structure qui n'a pas encore quitté. Donc c'est un demeure cumulard, comme beaucoup d'autres au sein du gouvernement. Je peux m'en mettre le mot de dire son dernier. Ma dernière chose, c'est juste 2 points. Un point, c'est que
que Pascal Mayagemabe ne bouge pas, ils veulent ta peau. Et tu vaux mieux que ça. Ils ont empêché qu'il devienne avocat, puisque avec la radiation, il ne peut pas devenir avocat, mais il peut créer un cabinet ou entrer dans un cabinet. Mais surtout, à l'international, il sera bien. La deuxième chose, je comprends pourquoi le monsieur était très très haut, parce qu'il est sénateur. Parce que moi, je vois que les gens brandissent la carte de RDPC et pour être des experts. Donc je comprends pourquoi il avait une certaine arrogance. J'ai été diplômé, je suis comptable. Merci à vous, Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être venu, Monsieur Samuel Motte, à vous, Kamda, Edmond, et à vous, Maître Jean de Dieu Momo, à tous ceux qui nous ont suivis ce dimanche, à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bon dimanche à tous. Bonjour à tous et merci, messieurs et dames, d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine sur Equinox Télévision. C'est quasiment un revirement de situation que l'on a observé cette semaine avec la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre. Dans un communiqué rendu public mardi, Jean-Fils Ntamak a relevé quelques éléments de l'enquête en cours dans le cas de l'affaire du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On a alors appris que selon l'une des autopsies réalisées sur la dépouille du prélat, la noyade apparaît comme étant la cause probable de son décès, mais également qu'aucune trace de violence n'avait été observée sur le corps de l'évêque de Bafia. Une sortie qui a provoqué un véritable tollé dans la presse cette semaine. D'abord parce que des informations contraires à cette thèse avaient circulé auparavant dans quelques journaux, mais également surtout parce que cette version s'oppose quasiment à celle de la conférence épiscopale camerounaise qui avait affirmé que l'homme de Dieu avait été brutalement assassiné. On revient donc sur cette affaire dans cette édition de Droit de réponse. L'actualité cette semaine a également été marquée par la révocation d'un magistrat de 4e grade, Pascal Mayagemabe, par le décret, a été emporté par une affaire d'extorsion des biens. Le décret du président de la République précise que le juge d'instruction, célèbre pour sa gestion des affaires liées à l'opération Épervier sans état d'âme, est également coupable d'appropriation d'une partie de fonds et vente d'une succession. Alors comment comprendre cette révocation? Comment un homme de poigne, un magistrat de poigne a été aussi facilement mis à l'écart? Le président de la République veut-il assainir encore, très souvent pointé du doigt dans des actes de corruption? L'on en parle également dans cette édition de Droit de réponse. Mais avant de refermer cette émission, nous allons faire un arrêt sur cette démission survenue cette semaine, démission de Peter Mafani Moussonguer, récemment porté à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le grand chancelier des ordres nationaux a décidé de se défaire de ses missions à la Chambre haute du Parlement dans un contexte camerounais où le cumul des fonctions est érigé pratiquement en règle. Voilà donc pour les sujets qui vont meubler les débats tout à l'heure. Mais avant tout cela, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs ainsi que les panélistes de ce dimanche. Merci à vous. Alors on fait cette revue de la presse et on commence bien sûr par, je le disais, cette sortie du procureur au sujet du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Bien entendu, la presse n'a pas chômé cette semaine et comme vous allez d'ailleurs le constater, le nom de Monseigneur Bala a fait le tour, la une d'ailleurs des journaux, au lendemain du communiqué rendu public par le procureur Jean-Fils Ntamak. Selon la nouvelle expression, la justice contrarie l'Église catholique. L'autopsie menée par les experts d'Interpol venus d'ailleurs révèle à travers le communiqué de presse du procureur général près la cour d'appel du centre penche vers une probable noyade de Monseigneur Benoît Bala et dont s'oriente donc
donc vers l'éventualité d'un suicide. Le journal du Carrefour Equinox à Douala voit donc dans cette sortie du procureur une grosse controverse. Le rédacteur de l'article, qui reprend d'ailleurs les termes du communiqué, précise que les médecins légistes ont relevé l'absence de toute trace de violence sur le corps du prélat. Après donc la critique du caractère du communiqué de presse par les hommes des médias, la Nouvelle Expression souligne que le communiqué du procureur survient quelques jours seulement avant l'assemblée plénière des évêques de l'Afrique centrale qui s'ouvre demain lundi à Yaoundé. Même si le quotidien ne rassure pas que la question de l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala sera évoquée par la rencontre ou par les évêques lors de la rencontre de Yaoundé. Le Messager, pour sa part, préfère donc écouter les Camerounais sur cette sortie du procureur Ntamak qui ne certifie personne sur les causes mêmes, mais parle plutôt d'hypothèses après un travail fait par des experts, dit-on, de haut vol. Vincent Sossen Fouda pense que Monseigneur Benoît Bala a été assassiné pour Paul Jérémy Bikidik. C'est une insulte donc à la mémoire de Monseigneur Bala. Jean-Claude Bédé demande pourquoi le rapport de la première autopsie n'a pas été rendu public, et Lucien Ouassi se demande si l'on doit conclure que les experts camerounais, qui ont d'ailleurs travaillé en premier sur le corps du prélat, ne sont pas compétents. Selon le Messager, l'Église catholique persiste et signe jusqu'ici que Monseigneur Bala a été donc froidement assassiné. Dans une autre parution de la Nouvelle Expression, il est dit que c'est un flou qui plane donc autour du corps de Monseigneur Bala. Donc, la Nouvelle Expression précise souvent fait de retenue pour ne pas être un certain nombre de susceptibilités. Et dans le cas d'espèce, je signale tout simplement, le procureur a dit la noyade est la cause la plus probable. La plus probable, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres éventualités, mais à ce stade de l'enquête, c'est la plus probable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est un principe de droit. Lorsque vous êtes dans un procès, dans un litige, on sait très bien comment est-ce que le principe de juridiction fonctionne. Lorsque vous avez une première analyse en première instance, d'accord, et qu'il y a une deuxième en deuxième instance, qui est peut-être en contradiction par rapport aux premières constatations, encore que le procureur, dans ce cadre-là, n'a jamais communiqué sur les premières constatations, on doit considérer que ce qu'on a, puisque c'est des constatations plus approfondies qu'on a demandé, on peut également comprendre dans cette mesure que ça puisse effacer les premières constatations. Et donc, mais bien entendu, généralement, mais attendez, quand vous êtes jugé coupable en premier ressort et qu'on vous dit en deuxième ressort que vous n'êtes plus coupable, on ne va pas vous dire même, hier on avait dit que vous étiez coupable. Le jugement... Mais on aurait pu quand même reveler déjà les étrangers. Non, attendez, mais écoutez, ça peut être également, c'est pour ça que je vous ai dit également, l'État fonctionne tout en pondération. L'État est pondéré dans sa réaction. La réaction des évêques, à mon avis, à juste titre, moi je pense qu'elle a été passionnée à un moment donné, ils n'ont pas à rentrer dans ce genre de choses. Qu'ils disent, nous voulons absolument qu'il y ait des investigations approfondies de telle manière à ce qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, c'est de leur droit. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans ce genre d'affirmations qui sont aujourd'hui contredites. Mais, encore une dernière fois, lorsque le procureur, qui ne veut pas rentrer dans cette polémique, l'a dit tout simplement, et en plus, prend la garantie supplémentaire, et c'est pas pour, à la limite, déjuger, ou alors remettre en cause la compétence des médecins camerounais, là également, pour des problèmes de susceptibilité, et pour montrer également que l'on est en face d'une enquête impartiale, prend une précaution supplémentaire qui consiste à dire je peux également me confier à d'autres experts. On ne peut pas lui faire le procès aujourd'hui de dire nous avons des compétences au Cameroun, vous n'avez pas le droit d'aller chercher d'autres compétences ailleurs. Alors, très bien. Maître Momo, d'abord sur l'opportunité, Dr. Lekamga le disait tout à l'heure, c'était quoi l'opportunité de faire cette sortie alors que des enquêtes sont encore en cours? Pourquoi venir révéler quelques éléments de l'enquête sur l'autopsie alors que manifestement, on n'a pas encore toute la vérité dans le cas de cette affaire? Et c'est ça qui est grave, à mon avis, dans cette affaire. C'est-à-dire que le procureur général ponde un communiqué qui tend à vouloir faire classer l'affaire sans suite. C'est-à-dire, en réalité, comme ce n'est pas lui qui est normalement saisi du dossier, c'est le procureur de la République. Et après le procureur de la République, c'est le juge d'instruction. Tout à fait. Donc, en cas de mort suspecte,
il faut rappeler qu'ici, nous sommes au parquet. Ce ne sont pas des juges. Tout à fait. Ce sont des agents de poursuite. Le type qui décide, qui juge de l'opportunité de poursuite, c'est le juge d'instruction. Et après lui, c'est le juge du siège. Donc, vouloir tuer dans l'œuf une enquête par un communiqué de la hiérarchie m'apparaît franchement un acte politique. Et ce n'est pas la première fois. Puisqu'on a vu dans l'affaire de Titus Ezoa, un autre procureur général, celui que Ntamak remplace, a pondu également un autre communiqué pour dire que les magistrats qui ont été mutés seront remplacés et qu'on ne va pas rabattre le délibéré, que les nouveaux vont continuer des rechefs. Et j'avais décrié ça à son temps parce que normalement le procureur appartient à l'exécutif. C'est-à-dire c'est le bras armé du ministre de la Justice. Donc quand il dit comme ça, ça devient comme une injonction faite au juge du siège. Et ça, c'est en parfaite violation de la séparation des pouvoirs. Et de fait, dans cette affaire-là, les juges du siège du tribunal de grande instance avaient continué exactement comme le procureur général l'avait prescrit. Donc ici, il ne fait d'ombre d'aucun doute que le procureur de la République, qui est son subordonné, va se sentir lié par le communiqué du procureur général. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir également en cette sortie le besoin pour le procureur après la cour d'appel de montrer une certaine, une certaine lumière dans la façon de procéder, puisqu'il faut savoir que là, il y a eu beaucoup de pression dans la presse. On se disait quand les enquêtes sont entamées, on n'a jamais les résultats. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça dans ce sens? Il a voulu être montré à la lumière comment c'est en train de se passer. C'est pas un pont de lecture aussi de la situation. Absolument. Je suis d'accord avec vous, Albertine, parce que ici, ce n'est pas un acte juridictionnel. Le communiqué, là, est un acte politique. Ce n'est pas un acte juridictionnel, ce n'est pas une ordonnance. Précise que, selon le communiqué de la justice, que l'autopsie médico-légale est terminée et le corps remis à l'Église catholique pour inhumation. Pour la presse, l'Église n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà donc pour ce qui est du premier sujet. Le second, on le sait et on constate d'ailleurs dans la presse, il s'agit bien entendu de la magistrature suprême avec l'affaire Pascal Manyanga Mabé qui a été donc révoquée par un décret du chef de l'État. La presse de cette semaine, le Messager notamment, comme d'autres tabloïds qui ont d'ailleurs traité de cette question, précise que le juge d'instruction a été donc emporté par une affaire d'extorsion de biens. Selon le rédacteur de l'article, le célèbre juge Pascal Manyanga Mabé était donc devenu un véritable cauchemar pour de nombreuses, ou tout au moins de nombreux commis de l'État interpellés dans le cadre de l'opération Épervier. L'un de ces faits d'armes fut donc sans conteste la mise en détention d'Ephraim Inoni, ancien Premier ministre, et Marafa Midouyaya, ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accusé de détournement des deniers publics dans le cadre de l'affaire Albatros. Bref, le Messager dit simplement que Paul Biya envoie Pascal Manyanga Mabé en retraite forcée pour extorsion de précaution ou tout au moins de procuration à des dames héritières d'une succession, appropriation donc d'une partie des fonds, etc. Ce sont là quelques faits qui sont relevés par la presse. Le journal Info Matin, au pied donc de sa une, relève que Pascal Manyanga Mabé a été exclu de la magistrature et pour ne pas plaire donc à ces derniers, Info Matin précise que le célèbre juge d'instruction pourrait donc même faire l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre, ou tout au moins dans les tout prochains jours, même si les raisons de cette exclusion reste pour l'instant peu connu par le grand public, mais le journal fait savoir que c'est en 2012 que le magistrat a amorcé donc sa chute parce que considéré comme la terreur même des ex-barons du régime dans le cadre de la lutte contre la corruption et bien entendu les détournements des fonds publics. Voilà du moins ce qui est pour le second sujet de cette autre édition de Droit de réponse. Et le troisième sujet, on parle bien entendu des activités au Sénat qui ont également intéressé la presse, avec notamment la démission des postes de sénateurs et du président du groupe parlementaire RDPC à la Chambre haute de Peter Mafani Musonge. La nouvelle expression sur la question dit que le sénateur du Sud-Ouest a rendu ses attributs pour se consacrer donc exclusivement à cette nouvelle mission
des présidents de la commission pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme. Donc, pour Info Matin, l'annonce de cette démission a été faite par le président du Sénat lors d'une séance plénière tenue donc au Palais des Congrès. Âgé de 75 ans, Peter Mafani Musonge signe donc sa démission alors que le mandat des sénateurs arrive à expiration dans quelques mois seulement. Mais que cela cache d'ailleurs quelques vérités, c'est une grosse question. S'interroge d'ailleurs le quotidien et qui malheureusement ne donne pas de réponse à cette interrogation. Mais tout ce qu'on sait, peut-on donc se poser la question, pourquoi cette démission en ce moment, il y a quelques mois seulement, de la fin du mandat des sénateurs? Merci Flavien Ndongo pour cette revue de la presse et bon dimanche à vous. Meilleur à vous. Alors mesdames et messieurs, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de droit de réponse. Nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir avec nous ce jour Hilaire Kamga. Docteur Hilaire Kamga, bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour citoyennes et tous les citoyens qui sont en train de nous regarder. C'était un grand plaisir de savoir que ce média qui reste citoyen et qui se retrouve aujourd'hui complété par un certain nombre de médias de réseaux sociaux comme le 4e pouvoir, ce média fait un excellent travail et puis participe donc à la construction de cette nouvelle opinion qui naturellement nous permettra d'arriver à l'alternance qui est attendue et qui va arriver dans les tout prochains mois au Cameroun. Merci à vous d'être là. Vous êtes membre de la société civile, secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie. Et surtout mandataire de l'OFORange qui prépare la révolution orange. Exact. Voilà, merci encore. Emmanuel Samuel Maud, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, je suis content d'être là parmi vous. C'est un plaisir. Merci à vous. Nous sommes également honorés de vous avoir sur ce plateau, sénateur suppléant RDPC du littoral. Vous êtes également président de section RDPC de Yingui, c'est dans le CAM. Oui, dans le CAM. Oui. Et vous êtes donc expert comptable de formation. Expert comptable de formation. Merci. Sauf que je vous prierai d'enlever un prénom que vous m'avez attribué tout à l'heure qui a été une erreur. Pas de vous. Mais c'est tellement que c'est que sur Internet, il ne m'appelle pas Emmanuel. Vous êtes Samuel Mout. Samuel Dieudonné-Mout. Samuel Dieudonné-Mout. Merci pour la précision. Maître Jean de Dieu Momo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Médecine Bitika, bonjour au plateau de Equinox, bonjour à mes copanélistes. Bienvenue à Douala et Hilaire Kamga, mon ami. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox. Merci à vous d'être là. Vous êtes avocat au barreau du s'opposer à la sortie des évêques du Cameroun à travers donc les révélations sur cette autopsie, la dernière qui a été pratiquée sur la dépouille de Monseigneur Bala. Non seulement ça a été un sujet très préoccupant, d'abord pour les citoyens qui se battent pour que les choses changent dans ce pays, il a été d'autant plus important que ça nous a obligés, au niveau de la dynamique orange, à réunir la commission stratégique numéro 2 qui a pu rendre public, rendre public un communiqué qui, à la limite, analyse pas en profondeur. On n'a pas voulu compliquer la lecture du public par un texte extrêmement long, mais il y a un document qui soutient ce communiqué-là. Le communiqué dit simplement que si on peut remettre en question, si on peut estimer valable entre guillemets, les déclarations de M. Ntamak, notamment en ce qui concerne la validité du rapport d'autopsie qui a été fait par des émissaires internationaux, entre guillemets, il n'est pas tout aussi admissible qu'on puisse passer d'un revers de la main l'autopsie qui a été menée par les différents groupes camerounais dès lors qu'on sait, dès lors qu'on note et on admet que le Cameroun est aujourd'hui producteur de médecins de très grande qualité qui officient dans les différents pays les plus démocratiques du monde, en tant que directeur, chef de service, des départements spécialisés, que ce soit à Paris, que ce soit en Allemagne même dont on parle des gens qui sont venus, que ce soit aux États-Unis, les médecins camerounais font des grandes prouesses. Donc, l'OFORange a rendu public un communiqué disant « Monsieur Tamar, on vous a compris, sauf que, Monsieur Biapol, vous avez l'obligation, malheureusement, de mettre en place une commission d'enquête indépendante qui va pouvoir faire la lumière parce que ce soit du côté du clergé, on pense qu'ils ont quelque chose, peut-être ils veulent tirer la couverture de leur côté, c'est ce qu'une partie de l'opinion pense, et que ce soit aujourd'hui du côté de Monsieur Tamar, il a, en voulant bien faire, malheureusement, remis en question la crédibilité de la parole du parquet. Bien entendu, on sait que le parquet est là pour instruire à charge ou à décharge. Donc, du coup, c'est pas le parquet qui juge, c'est pas une position d'un juge assis, c'est la position d'un parquet qui est en train de dire. Mais nous, on dit ceci. 1. Il n'était pas indiqué que M. Ntamak, très brillant magistrat,
se permettent de communiquer sur les résultats d'une autopsie d'une mission internationale, alors même qu'une mission nationale avait déjà fait. Il lui était indiqué, dans ces conditions, qu'il présenta d'abord, les résultats des autopsies faits par les Camerounais qui ont l'expertise suffisante, qu'il précisa aussi pourquoi est-ce que la nécessité d'une autopsie autre que celle des Camerounais a été rendue nécessaire. Était-ce complémentaire ou contradictoire? Simplement, il fallait qu'il donnât des précisions sur ces différentes questions. Je vais donner la parole l'absence de ces, je chute par là, l'absence de ces précisions et le fait de précipiter dans un communiqué le renforcement de l'hypothèse du postulat, alors qu'il postule que ce serait par noyade encore. Ce serait la probabilité de la noyade serait encore plus plausible. Ça veut dire qu'il tente de dire que les évêques du Cameroun, tous les évêques, parce que le communiqué des évêques dit « nous, les évêques du Cameroun », sans exception, c'est communiqué que les évêques, ils ont sûrement menti et qu'ils n'avaient pas des éléments. Et Edmond, tout à l'heure, a eu fort raison de pointer du doigt le fait que les évêques, hier, ont rappelé que c'est une institution crédible. On ne se lève pas, tous les évêques se mettent ensemble pour dire une chose qui n'est pas documentée, qui n'est pas appuyée par les faits crédibles. Donc, de ce point de vue, les évêques maintiennent leur position et nous sommes avec les évêques dans cette position. Il y a urgence de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Je vais donner la parole directement à M. Samuel Maud qui ne semble pas d'accord avec vous sur la question des accords avec ce que vient de dire le Dr Lekamga. Oui, je suis absolument pas d'accord. Déjà, premièrement, autant on peut donner beaucoup de crédit à la parole des hommes d'église en ce qui concerne la lecture de la Bible, autant en ce qui concerne la médecine. Oui, bien sûr. Autant en ce qui concerne les problèmes de médecine, ils sont totalement disqualifiés à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également... N'oubliez pas qu'il y a des prêtres médecins aussi. Non, mais il pourrait avoir des médecins, mais ils se sont prononcés esqualité en tant qu'ecclésiaste et non qu'en tant que médecin. Bien entendu, écoutez, je vous ai laissé parler tout à l'heure. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Et donc, je crois qu'ils se comportent beaucoup plus comme étant une partie civile dans un procès, qui cherche, je peux espérer, la vérité, mais ils ne sont pas, on ne peut pas prendre leur parole comme une parole d'évangile en ce qui concerne tout au moins ce domaine-là. Je voudrais également dire à l'attention des téléspectateurs qui nous suivent que très souvent on dit que l'État est un monstre froid. Je préférais dire pour ma part que c'est un être pondéré qui sait très souvent ménager des susceptibilités des uns et des autres et qui a un langage. Cameroun. Vous êtes également avocat au tribunal pénal international pour les Nations Unies, défenseur des droits de l'homme, mais également président du PADEC, patriote démocrate pour le développement du Cameroun. Absolument, et je vais beaucoup faire valoir ma qualité d'avocat des droits de l'homme qui ressurgit à la lumière de votre actualité, notamment l'affaire Bala. L'affaire Bala. Et l'affaire Maniagabe. Et puis l'affaire Maniagabe. C'est pas une première. Merci. Ça retombe que ça m'a rappelé qu'il y avait eu déjà un précédent, un Sira Ngouté, toujours du Baron, qui avait été également mis à la retraite comme ça, et révoqué de la magistrature. Alors je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a que les Bamois qui sont concernés par cette affaire? Alors, on en reparle tout à l'heure. Le temps pour moi de dire bonjour également à Edmond Kamga qui est avec nous. Bonjour Edmond et bienvenue sur le plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les copanélistes et bien entendu un bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Alors, journaliste et chef service politique international au quotidien de l'Expression, consultant pour droit de réponse. Tout à fait. Maintenant que les présentations sont faites, nous entrons dans notre sujet. Le premier de ce jour, le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je le disais tout à l'heure, c'est pratiquement un revirement de situation ou alors un rebondissement, si vous le voulez, que l'on a observé cette semaine. Le 4 juillet, mardi dernier, donc, dans cette affaire, le procureur général près la cour d'appel du centre a alors rendu public quelques éléments de l'enquête en cours, notamment concernant dans l'une des autopsies pratiquées sur la dépouille de l'évêque de Bafia, Edmond Kamga. Dans la presse cette semaine, c'est une sortie de l'autorité judiciaire que l'on a passée au scanner. Pratiquement, l'on est revenu là-dessus abondamment, mais une
une thèse ressort de tous les articles, c'est que cette sortie s'oppose carrément, je veux dire, à la version que portait l'Église catholique, ou alors la conférence épiscopale camerounaise, qui avait affirmé que l'évêque de Bafia avait été assassiné et brutalement assassiné. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez lu en parcourant les articles parus cette semaine au sujet de cette affaire? Il faut dire que c'est une affaire qui défraie la chronique, qui continue encore à défrayer la chronique avec la tout récente réaction encore de l'Église catholique en réponse au communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre. Parce que l'Église, hier, il y a quelques heures seulement, a réagi pratiquement. Ils sont en train de préparer les travaux, n'est-ce pas, de l'Assemblée plénière des évêques de l'Afrique centrale. Approché par la presse, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Samuel Clédé, a dit que l'Église au Cameroun réitère sa position qui figure dans la déclaration qui avait été prononcée en son temps. C'est-à-dire quoi? Que l'Église réitère que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné. En ce qui concerne le communiqué, n'est-ce pas, du procureur Ntamak, je dois dire ici que ce communiqué est survenu dans un contexte assez particulier. D'abord, on peut le situer par rapport à son contenu, à la réaction faite à la déclaration des évêques du Cameroun. La deuxième information importante est qu'il a fait ce communiqué quelques jours avant l'ouverture, n'est-ce pas, lundi 10 juillet, l'ouverture officielle de la 11e assemblée plénière de l'Assemblée des évêques d'Afrique centrale. Et cela signifie au moins deux choses. La première, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, à travers son procureur, a senti le devoir et la nécessité de répondre rapidement. Parce qu'il y a une attente qui est forte, aussi bien concernant les fidèles du diocèse Bafia que l'ensemble de l'Église catholique au Cameroun et même de l'ensemble de la société camerounaise et en particulier le Vatican qui suit de près l'évolution de la situation depuis l'assassinat de son prélat. C'est dit quoi? Qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée. Compliquée pour qui? Compliquée d'abord pour le gouvernement camerounais qui, à travers le communiqué de M. Jean-Fils Ntamak, a annoncé que les enquêtes vont se poursuivre. Mais curieusement, dans le même communiqué, il dit que le corps a été remis à l'Église catholique. Comment est-ce que les analyses, les enquêtes se poursuivent alors que le corps a été remis? Bon, première hypothèse, on peut supposer que avec les autopsies, c'est terminé. Mais même dans le même communiqué, on se rend bien compte que on ne donne les résultats que de l'autopsie pratiquée par les médecins internationaux avec le concours d'Interpol. Qu'en est-il du contenu des premières autopsies faites par un collège de médecins camerounais? Dr René Kamga, justement, est-ce que vous avez eu aussi le même sentiment que la presse cette semaine, que la sortie de l'autorité judiciaire, notamment le procureur près la cour d'appel du centre